Ah, attends, tu es en train de me faire un tuto Audacity là? Quand j'appuie Non, sur mais M, ça met une petite marque? Alors si c'est pas M, c'est P ou un truc comme ça, mais il y a forcément une option qui te permet de faire une petite marque ou un marqueur. Généralement c'est M, ou si c'est pas M, ça doit être. Alors si c'est pas ça, il y a un autre, mais Ok, bah je pense que ce n'est pas M, mais écoute, je note en tout cas. Je vais le faire à l'ancienne avec un petit bout de papier et un stylo. Et je noterai le parfait. timecode. Ok, très bien. Et bah écoute, bienvenue Maxime sur ce 31e épisode de Sans Prétention. 31e, c'est beau ça. Ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Je suis très très content de t'avoir. Et c'est très drôle parce que tu es le premier épisode de Sans Prétention que j'enregistre en visio. C'est vrai qu'on est en visio. J'espère que les gens ne vont pas s'en rendre compte. Les gens vont peut-être même avoir une meilleure qualité que d'habitude. Parce que si on enregistre chacun sur un micro, machin, peut-être que ça va être encore mieux que d'habitude. Que notre enregistrement à distance va fonctionner, ouais, carrément. Oui, après, peut-être que là, on va se parler pendant 1h30. Rien ne va sortir. Et on aura eu le plaisir de discuter pendant 1h30 à deux. Et on aura eu une bonne discussion ensemble pendant 1h30. Exactement. Mais non, je suis très content que tu aies accepté cette invitation. Et est-ce que... mais pourquoi sommes-nous en visio d'ailleurs, Maxime? Nous sommes en visio parce que tu n'es pas en France actuellement, tu es aux États-Unis, tu es en Louisiane plus précisément. Exactement. Et quand tu dis actuellement, c'est même un peu en longueur parce qu'on a déménagé avec ma compagne, qui est ma femme, parce qu'on s'est mariés d'ailleurs pour ça, et notre fils, on a déménagé en juillet dernier, en juillet 2024, aux États-Unis, comme tu l'as dit, en Louisiane, dans une petite ville qui s'appelle Lafayette, qui est une petite ville de province assez chouette, on pourra en reparler. Et on a déménagé parce que ma femme est professeure des écoles, elle a été sélectionnée dans un programme d'immersion français, ça s'appelle le CODOFIL, c'est le Conseil du développement du français en Louisiane, parce que historiquement, on pourra en parler aussi, mais il y a beaucoup de Français, de francophones, de francophiles en Louisiane. Et elle a été sélectionnée pour ce programme-là, pour un programme d'immersion. Et en gros, elle donne cours à des Américains exclusivement en français. C'est-à-dire que tous ses cours se font en français, à la récré c'est en français, à la pause déjeuner c'est en français, enfin tout est en français en fait. Elle a presque interdiction de leur parler en anglais, c'est vraiment que en français. Voilà. Ah oui, et c'est pour ça que exactement. Et c'est pour ça que depuis juillet, depuis fin juillet, parce que la rentrée chez eux c'est tout début août, c'est pas comme en France en début septembre, c'est tout début août. Et ben on y est depuis fin juillet, on est ici, fin juillet 2024, on est ici en Louisiane. Et ça fait maintenant plus de 6 mois et c'est assez chouette. Trop bien. Trop stylé, en tout cas trop stylé, que ce soit ta femme ou toi, vous êtes deux personnes très stylées en tout cas pour partir comme ça aux États-Unis. T'en fais trop dès le début, Baptiste, t'en fais trop. Tu sais qu'au début du podcast, j'écrivais une petite note d'introduction où je complimentais un peu la personne. Je mettais en avant ses qualités et tout ça. Et j'ai arrêté avec le temps parce que ça mettait plus les gens mal à l'aise que ça n'apportait du positif au podcast après. Mais c'était vraiment juste un échange de bons procédés. Moi, je faisais un peu l'éloge de la personne pour commencer et pour la présenter un peu aux auditeurs de Sans Prétention. Mais j'ai arrêté parce que voilà, ça ne respectait pas un peu trop l'esprit. C'était un peu trop prétentieux, je pense, à terme. Okay. Du coup, j'ai arrêté. Mais et donc là, t'es parti aux États-Unis, t'es en Louisiane. Et t'as quel âge déjà? Ah, ça, c'est une excellente question. À chaque fois, il faut que je recalcule. Depuis que j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit que à partir du moment où tu passes 32-33 ans, je suis obligé de recalculer en fait. Et donc, j'ai 38 ans et je vais en avoir 39 bientôt. Ouais, c'est ça l'histoire. Okay. Genre au mois de mai, j'en aurai 39. Ok. Donc voilà. Ouais. Ok, donc t'es un Français bientôt la quarantaine qui s'est expatrié aux États-Unis. Exactement. Aux États-Unis. Pour résumer de manière très large. Hein. Et là, donc là, nous on enregistre, il est actuellement 20h43 en France. Et donc toi, si je dis pas de bêtises, il est 14h43. C'est dommage, ça partait bien. Ah, on a été coupé, Baptiste. Nous avons une petite coupe, petite saute internet. Note vite le timecode. Mais tout va bien. À 5 minutes. Hop. Tu m'as perdu à quel moment? Quand tu posais la question. Très bien. Non, je disais, donc là, juste pour mettre un dernier point de contexte, il est 20h43 chez nous. Toi, exactement. Il est 14h43. Non, 13h43. Ouais, c'est le tout début de l'après-midi, ouais.
Ah oui, ok, Sept- très bien. Donc je te il y a prends la sept- sortie de la pause déj comme ça, là, en fin de week-end. Exactement. Exactement. Ok, Et on a nickel. 7 heures de décalage. Ok, très bien. Ouais. Et il Et fait d'ailleurs, quelle température chez toi? ah là, en ce moment, il fait 20 degrés, mais pour tout te dire, en ce moment, enfin, c'est depuis hier, il fait pas très. Enfin, hier, il faisait beau. D'ailleurs, on pourra en parler aussi. On a participé à une des parades de Mardi Gras, parce que ici, Mardi Gras, c'est vraiment un truc de fou ici en Louisiane, à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans. Et donc, on a participé à une parade hier soir, et en rentrant, on a eu sur nos téléphones, ils se sont mis à sonner. Il y avait une alerte tornade, parce qu'il y a beaucoup de tornades ici dans le coin. Alors, on n'est pas dans la saison des tornades en ce moment, mais il y avait hier soir entre 22 et 23 heures, il y a beaucoup plu, beaucoup de vent. C'était même un peu flippant parce qu'on recevait des notifications automatiques sur le téléphone. Mettez-vous dans des abris et tout, attention c'est chaud. Enfin voilà, bon finalement tout va bien. Mais donc là il fait un peu brumeux, le ciel bleu commence à revenir et ça va, il fait 20 degrés. On va pas se Ok. mentir. Putain, Ici vous il avez fait 20 degrés. Vous avez donc 20 Donc degrés de plus que nous actuellement. Et vous avez exactement. bien de Ouais. la chance. J'ai su qu'il avait un peu neigé à Lille aujourd'hui. Et Exactement. voilà. Non, mais ici, Et il fait beau et ça va continuer à augmenter jusqu'à un climat un peu tropical. C'est ça en juin, juillet, août, là où c'est un peu la période des tornades, justement, il fait 30, 35, 37, 38 degrés avec un taux d'humidité de très, très humide. C'est ça un peu le climat très ici en bien. Louisiane. Oui, et c'est là-dedans que c'est le climat que tu avais quand tu es arrivé là-bas aussi. Donc Exactement. une saison des tornades et une saison très très chaude. C'est le paradis, la Louisiane ou... Non, mais c'est assez, non, c'est assez chouette. Non, c'est vrai qu'il y a la saison des tornades, c'est en gros de juin jusqu'à septembre-octobre où il peut y avoir des tornades, puisqu'on n'est pas loin du golfe du Mexique ou d'Amérique. Ça, c'est selon comment tu places ton contexte diplomatique de ce podcast. Mais donc en fait, on a cette influence-là, et donc du coup, il y a pas mal de tornades qui peuvent arriver. Il y en a beaucoup aussi au niveau de l'Oklahoma, un peu au-dessus de nous. Et enfin, on est vraiment sur un carrefour où il y a pas mal de tornades. Oklahoma, Louisiane, jusqu'en Floride, il y a beaucoup de tornades dans ce coin-là. On se rappelle, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans cette année, l'ouragan Katrina qui avait un peu déferlé sur Nouvelle-Orléans et ça avait été un peu dramatique. Et donc voilà, nous quand on est arrivé, pas de tornade, pas d'endroit, pas de problème, mais voilà, c'est vrai qu'il fait chaud. C'est ça d'ailleurs qui me faisait un peu le plus peur presque quand on est arrivé ici. Enfin, il y a plein de trucs qui m'inquiétaient, qui m'effrayaient, et d'autres qui m'enthousiasmaient. Mais ce qui m'inquiétait un peu, j'avoue, c'est le climat, parce que très chaud et très humide. Moi, j'avoue, je suis assez compatible avec le climat quand il fait froid. J'ai pas trop de problème avec ça, mais le chaud et humide, j'étais un peu inquiet. Et finalement, force est de constater qu'on s'y fait bien, de vivre 8 mois de l'année en short. Je dois avouer que c'est assez Oui, c'est confortable. ça. Et puis, s'il y a que 3 mois qui sont vraiment horribles, après c'est quand même agréable d'avoir une température un peu plus Côte d'Azur, on va dire, Oui, exactement. tout le reste de l'année, quoi. Je vais quand même pas me mentir, c'est quand même pas mal, ouais. Exactement. Et puis, t'as commencé à en parler un peu et tout ça, mais donc là, nouvelle vie aux États-Unis, nouvelle vie qui commence aussi pour toi et pour la famille. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le changement de culture par rapport à la France et à l'Europe? Qu'est-ce qui a changé dans ton rythme de vie ou dans ton mode de vie depuis que t'es arrivé aux États-Unis? Euh, voilà, très 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 grande question parce qu'en fait, il y a plein de façons d'y répondre. Parce qu'à chaque fois, on m'a posé beaucoup cette question, qu'est-ce qui a changé, c'est quoi Et en fait, à certains moments, je réponds qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce qu'en fait, tu reprends vite tes routines on se lève le matin, notre fils il a 2 ans et demi, donc il faut l'accompagner à la crèche. Voilà, ma compagne elle se prépare pour aller au boulot. Enfin, le soir, on va chercher Vigo à la crèche. Il faut manger, il faut se préparer, le bain, le machin. Enfin, il y a toute une vie qui est, somme toute, routinière et très classique, et que ce soit ici ou à l'autre bout du monde, et ben, c'est finalement ça change pas trop. Donc en fait, Ouais. la vie ne change pas trop à ce niveau-là. Le décor est très changeant en fait quand même parce que c'est les États-Unis et que c'est plus gros, c'est plus grand, c'est plus énorme, c'est plus fou, tout est plus un peu aux États-Unis. Tu prends tous les points que l'on connaît en France et tu rajoutes des plus, des fois Ouais. 10 sur tout ce qu'on connaît pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, hein. C'est ça qui est assez chouette et déroutant à la fois dans ce pays, c'est que tu prends le meilleur et le pire et tu les augmentes et ça fait un peu les États-Unis et voilà. Mais c'est marrant parce que je raconte aussi souvent quand on me pose la question que on vit déjà en Europe et en France c'est très occidental la façon dont on a de vivre. Et donc ici aux États-Unis, il y a plein de choses qui ne changent pas. Au final, on paye avec sa carte bleue. Tout est globalement
tout est globalement, on connaît déjà la vie, quoi, à part la langue, et puis le décor, et puis ce qui est plus, tout est plus grand, les voitures sont plus grandes, les magasins sont plus grands, tout est plus grand, mais à part ça, c'est vrai qu'on n'était pas trop perdu. Tu vois, on a dû acheter une voiture, on achète une voiture, c'est relativement pareil qu'en France. On a dû faire la vidange de la voiture, c'est relativement... Non, sauf que ça c'est marrant, parce que aux États-Unis, on pourra en parler, ça, parce que c'est assez dingo, tu restes dans ta voiture pour faire la vidange. Aux États-Unis, tu as du drive pour tout, tu restes dans ta voiture pour à peu près tout, notamment faire ta vidange, c'est-à-dire que tu te pointes chez le garagiste, tu ouvres ta fenêtre, ils t'offrent une petite bouteille d'eau parce qu'ils sont très serviables, ils te font ta vidange, clac, tu restes dans ta voiture, ça dure un quart d'heure et après tu repars. Donc, mais bon, voilà, ça c'est très étonnant, mais en fait, en gros, voilà, l'assurance de la voiture, c'est pareil, louer une maison, un appartement, c'est quasiment les mêmes conditions, c'est-à-dire que prouver que tu as des ressources financières pour payer, donc tout ça c'est assez classique, donc ça c'était pas trop déroutant, mais après le fait de vivre avec des Américains et le fait que tout soit plus grand, ça évidemment c'est très étonnant, et puis, il y a quand même, on a l'impression maintenant de vivre dans un film et dans les séries, parce que tout ce qu'on a vécu dans notre jeunesse, toutes les séries qu'on a vues, tous les films, tous les machins, tous les bruits des sirènes, on a l'impression d'être dans une série géante. En fait, c'est ça qui est assez fou et attirant chez les États-Unis. Et même si maintenant on y habite depuis 6-8 mois, et on commence à être habitué, moi, il y a encore des moments où je suis très étonné du décor et des choses que l'on voit, parce qu'on est encore très étonné par plein de trucs. Donc, voilà, donc longue réponse pour une petite question, c'est-à-dire que donc il y a des choses qui sont pas trop déroutantes et d'autres qui sont très étonnantes. Donc voilà. Ouais, non, mais je pense que c'est aussi... Je pense qu'en termes de culture pure, je pense on serait plus dépaysés, nous, Européens, en partant du côté des pays d'Asie, où là, la culture carrément. est totalement différente, la mentalité est totalement différente. Mais même au niveau de la mentalité américaine, est-ce qu'elle est différente que la mentalité française, enfin, ou européenne en tout cas, comme tu dis que tout est plus grand, est-ce que les Américains ils réfléchissent aussi en mode toujours plus Non, il y a un truc qui est très très et peut-être le truc qui est le plus marquant par rapport à la France, c'est que les Américains, dans l'immense majorité, je pense, ils sont très sympas. Ils sont vraiment très sympas. Toi, tu as été aux États-Unis aussi, t'as dû voir ça aussi, mais ils sont bienveillants, ils sont cool, ils te sourient dans la rue, tu peux claquer la discute un peu n'importe comment. Moi, on se connaît un peu, qui suis pas quand même un mec qui est spécialement très stylé niveau fringues, enfin, j'ai pas non plus un outfit de malade. Non, mais j'ai pas un outfit de malade, je suis quand même assez sobre et simple. On m'a déjà complimenté sur la couleur de mes pompes et sur la façon dont j'étais habillé, et ça, c'est quand même... Alors que les chaussures étaient blanches, donc... non, mais c'est quand même assez étonnant. Des gens t'arrêtent dans la rue pour dire vous avez l'air sympa, machin et tout. En plus, nous, c'est marrant parce que notre fils, il a les cheveux très bouclés, très un peu roux blond. Enfin, c'est marrant la couleur, et c'est une couleur qu'il n'y a pas beaucoup ici aux États-Unis. Et souvent, on nous arrête dans la rue pour dire ah là, mais c'est super cette couleur de cheveux. Et c'est marrant parce que très vite, on se met à discuter avec les gens, et en cela, les Américains sont très très sympas, très bienveillants, très cool de prime abord. Alors après, il y a un truc aussi, c'est que ça c'est très vrai, est-ce que c'est une façade ou pas, ça j'en sais rien, mais après tu creuses pas plus loin, tu t'en fais pas des amis pour autant. Nous ça fait 6 mois qu'on est là, on commence à fréquentouiller, et quand je te dis fréquentouiller, c'est vraiment fréquentouiller des Américains. Fréquenter avec des grandes pincettes. Ouais, non mais je pense qu'il va nous falloir, pour s'intégrer un peu, il va nous falloir du temps, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Et est-ce que je sais pas, cette chaleur de premier abord des Américains, des gens qui habitent les États-Unis, je sais pas, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que les Américains sont très exubérants? Tu sais, on a un peu cette image de si les gens viennent vers toi, ils ont pas peur de crier, ils ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, Ouais, ils ont pas peur de débattre, ils ont pas peur de, tu vois, enfin... Moi, l'Américain le plus connu de la planète, Donald Trump, tu vois, il a pas peur de... Bon, lui, c'est un excentrique ou plus, hein, on va dire, mais tu vois, il y a quand même ce truc de... L'Américain, il ose tout, tu vois, il dream big. Oui, mais c'est ça qui est marrant, ils ont aucun problème avec les superlatifs ici. Tout est extraordinaire, amazing, enfin, même quand c'est juste bien, c'est tout de suite, ça a des proportions, mais c'est ce que je te dis, c'est que tout est plus, c'est-à-dire que moi, mes chaussures, je les trouve jolies, quoi. Je les trouve pas non plus amazing. Non, ils sont comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, ça rend le truc très agréable parce qu'on se met aussi dans le truc. Et franchement, c'est au quotidien, c'est assez chouette de vivre avec des gens qui ont au moins la patate, qui sont sympas tout le temps. On peut pas dire, tiens, les Américains font la gueule. Alors, il y en a qui sont moins sympas, il y en a qui font la gueule.
En voiture, ça on pourra en parler, je trouve que là ils sont tout de suite beaucoup moins sympas et moins bienveillants, hein, parce que conduire aux États-Unis, ça c'est quelque chose. Mais bon, globalement en France, les gens sont pas très sympas non plus en voiture. Mais en tout cas, les Américains sont vraiment sympas et c'est très agréable au quotidien qu'ils soient comme ça. Ouais, franchement, ça c'est chouette. C'est chouette. Et là, toi, t'habites dans une petite ville de province ou de banlieue, Là, je sais pas comment t'appelles Lafayette, c'est ça. 200 000 habitants. Ouais, donc, Ok, tu ouais. vois, c'est comme Lille en fait. Tu vois, c'est pas, Ok. la population de Lille intramuros, c'est à peu près ça, quoi. Ouais. Mais par contre, tout est très éloigné, il faut se déplacer en voiture et Par contre, il faut c'est... prendre Voilà. la voiture pour tout. C'est ça qui est terrible, c'est que faut prendre la voiture pour tout. Il y a des endroits, ce qui est ça qui est très étonnant, c'est quand on parle de la différence qui nous étonne, c'est que il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir parce que les gens marchent pas en fait. Et donc Oui, c'est ça qui est très marrant en fait. Donc les gens font ce que je te disais tout à l'heure, tout en voiture. Donc il y a les drives pour la bouffe, les fast-food évidemment, mais ça on connaît que c'est comme en France. Mais il y a les drives pour faire tes courses, pour la pharmacie, pour la vidange de ta voiture, pour acheter des cigarettes. Enfin, en gros, il y a des drives pour tout en fait. Donc c'est ça que les gens ne marchent pas. Et c'est ça qui est la première différence des villes par rapport à la France. Et puis, si on prend l'exemple de Lille ou de Paris ou de n'importe quelle ville en France et en Europe, les villes se sont construites et agrandies petit à petit. Au début, c'était un village autour d'une église, puis une mairie, puis une place de marché, et puis tout s'est agrandi comme ça avec des faubourgs et des quartiers. Et si tu prends une ville comme ça, si tu prends Paris qui rayonne en escargot, ou Lille où tout se concentre vers la Grand Place, ça s'est construit comme ça. Alors qu'ici, comme les villes sont relativement jeunes, eh ben, elles ne se sont pas construites comme ça, ce qui fait que tu as un quartier qui est là, avec à côté des magasins, puis un autre quartier, une autre communauté qui est ici, des quartiers là. Et donc en fait, tu n'as pas vraiment de centre-ville où tout converge. À Lafayette, tu as un quartier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Downtown, qui est un peu le centre-ville dans lequel là on peut un peu marcher. On a 2-3 rues avec des commerces sympas, des cafés sympas, et c'est un quartier que j'aime bien. C'est là où je vais un peu travailler en télétravail dans certains cafés qui sont chouettes. Mais c'est pas un lieu central dans la ville, c'est un lieu au nord de la ville où tu y vas parce que tu as besoin d'y aller, mais c'est pas un lieu central où tu pourrais vivre à Lafayette sans jamais aller, jamais de ta vie aller à Downtown. Alors que quand tu habites à Lille par exemple, c'est rare les moments où tu n'as pas besoin de passer ou de transiter par la Grand Place ou de passer par là. Donc ça, c'est une vraie différence sur la construction des villes. ouais. Ouais, eux, quand ils construisent leur ville maintenant aujourd'hui, ils font direct. Enfin, ils imaginent direct, si jamais ils doivent développer ou agrandir, machin, ils se disent on va mettre ça là, on va mettre ça là-bas parce que ça sert à rien de le mettre côte à côte et tout ça. Et est-ce que vous avez pris ce pli un peu justement de tout faire en voiture? Ou est-ce que Bah ouais, on est un peu. vous êtes restés des bons piétons? Bah non, mais moi, il y a pas longtemps, parce qu'à côté, pour tout te dire, il y a à côté de chez nous, on habite un peu. Ça ressemble vraiment, c'est marrant, parce que tu as vraiment un quartier résidentiel à côté d'une zone de magasin, à côté d'une autre zone de magasin, à côté d'un quartier résidentiel, et ça se développe un peu comme ça. Et puis tu vois que ça se mélange pas trop. Tu as un quartier résidentiel très chic, un quartier plus classe moyenne, un quartier plus pauvre, un quartier. Enfin, tout se développe comme ça. Et nous, on habite dans une zone, dans un quartier où il y a beaucoup de magasins autour. Et la dernière fois, j'étais chez Love's, qui est un magasin qui est un peu le Leroy Merlin des États-Unis. Et j'étais content parce que c'est à un quart d'heure à pied. Et j'y suis allé à pied parce que j'avais 3 trucs à acheter. Et j'étais content d'y aller à pied. Parce que c'est rare les moments où moi je peux faire des trucs à pied en fait ici. Sinon, je suis obligé de prendre la voiture pour tout. En fait, c'est ça qui. Mais Et les d'ailleurs, gens c'est ça qui. ont dû te juger, ils ont dû se dire bah, vous allez mettre où vos courses? Bah, je vais les porter, j'ai acheté 3 Oui, non, clous mais c'est ça. et une perceuse. Exactement, et déjà j'avais un sac et j'ai pas demandé des sacs plastiques parce qu'on te donne des sacs plastiques pour tout ici. Des fois tu fais tes courses, tu as 15 objets, ils te mettent dans 15 sacs plastiques différents. Ça c'est étonnant aussi. Mais non, mais tu vois que c'est pas fait pour marcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de trottoirs tout le temps et puis c'est pas. Les passages piétons, il n'y en a pas beaucoup. Et puis quand il y a des feux, les feux pour les piétons, ça passe toutes les 6-7 minutes, c'est vachement long. Donc en gros, c'est pas. On est dans un quartier, alors il y a d'autres endroits à Lafayette où, comme tu es un peu plus proche de downtown, ou d'autres endroits tu peux un peu plus marcher, mais globalement tu peux prendre la voiture pour tout. Et d'ailleurs, ce sujet-là, je crois que c'est le point qui m'embête presque le plus, moi personnellement, ici. Il y a plein de trucs qui vont, et d'autres qui vont moins, mais ça, le fait de prendre tout le temps la voiture pour tout, ça c'est un peu pesant en fait. Voilà, tu te dis bon, t'aimerais des fois juste sortir de chez toi et puis marcher 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure s'il faut, parce que c'est pas grave, mais faire quelque chose là, c'est vrai que si moi je marche pendant une demi-heure, 1 heure, c'est exactement comme si j'habitais à côté d'une immense zone commerciale. C'est les zones commerciales où tu as un Auchan, un Darty à côté, d'un Leclerc, après tu as un Décathlon, puis voilà, mais nous on habite à côté d'une zone qui est comme ça, mais ça, comme ce que je te disais, plus parce que c'est américain, avec voilà. Et donc marcher là-dedans, c'est pas fun, quoi, tu vois, voilà. Ok. Et,
Et pour rester un peu sur cette... on a une première partie du podcast qui est un peu dédiée aux États-Unis. Ah, mais on peut en parler. Moi, j'ai un milliard de trucs à dire sur les États-Unis, donc on peut y aller. Hein. Donc voilà, donc je te laisse la parole et c'est très intéressant de t'écouter parler. Par rapport aux relations que tu as, relations familiales, amicales et tout ça que tu as laissées en France justement, dont je fais un peu partie aussi. Comment ça se passe les relations à distance? Comment vos relations elles ont un peu évolué avec la famille et tout ça? Est-ce que vous passez beaucoup plus de temps en FaceTime ou au téléphone avec les proches, ou est-ce que vous faites beaucoup d'allers-retours aussi? Comment vous avez planifié un peu cet aspect-là de votre nouvelle vie? Beaucoup de visio, évidemment. Beaucoup de visio, beaucoup d'appels. Après, moi, sur un certain point, ça m'a pas trop changé la vie. Alors si, évidemment, ça change la vie, mais notamment avec mes parents. Mes parents habitent dans le sud de la France, dans le Var. Et moi, avant, j'habitais dans la campagne à 1 heure de Lille. Et ce qui fait qu'on s'appelait déjà, on se voyait pas tous les week-ends, on se voyait pas, et on s'appelait déjà pas mal en visio. Et en plus, mes parents, ils sont déjà venus depuis qu'on est là, par le hasard des vacances, ils sont déjà venus 2 fois. En fait, ils sont déjà venus 2 fois nous voir. Donc, tu vois, c'est quand même assez fun. Ce qui fait que plus nous, on est rentrés pendant la période de décembre, pour les vacances de Noël, on est rentrés. Ce qui fait que cette année, peut-être, j'ai vu mes parents presque autant que ce que je les voyais avant. Donc, pour l'instant, tu vois, et puis parce que aussi c'est très neuf, les gens étaient contents de venir nous voir. Donc, on a eu beaucoup de monde les 3-4 premiers mois qui sont venus nous voir. Là, ça va peut-être un peu se calmer. Mais non, donc, ce qui fait qu'en fait, voilà, beaucoup de visio, beaucoup d'appels. Moi, je passe beaucoup de temps au téléphone avec des gens que tu connais, comme avec Antoine, avec Stéphane, avec des gens que tu connais. Donc, je passe beaucoup de temps au téléphone. Je passe aussi beaucoup de temps avec des copains, Florent aussi, que tu connais. Toi, on s'est peut-être un peu moins appelé, mais en fait, au final, j'ai l'impression de... Et puis, en plus, mon boulot fait que je suis encore beaucoup connecté avec la France. Je m'informe aussi. Ce qui fait qu'en gros, c'est un peu bizarre. Des fois, je raconte aux gens que j'ai l'impression d'avoir déménagé je sais pas, à Tours ou Montpellier, ou une autre ville loin, et de parvenir régulièrement à Lille, Ouais. mais d'être en contact régulier parce que les visios, parce que les téléphones, parce que le fait est que maintenant c'est très connecté, et qu'au final, ça c'est pas trop bloquant, et que moi je m'y suis vite fait au décalage horaire, ce qui fait que nous on se lève le matin à 6h du matin. À 6h du matin, il est 13h. Ce qui fait que à partir de 14h, notamment pour le boulot ou même pour d'autres collègues, moi je sais que j'appelle dans l'après-midi en fait, et je sais qu'on est calé, et puis je sais qu'à partir de 17h, enfin de 16h, ma famille, je peux plus trop l'appeler parce qu'il est 11h minuit, donc là c'est fini. Ma soeur se coucherait tard, donc je peux l'appeler encore à ce moment-là, mais sinon c'est fini. Donc voilà, mais donc du coup beaucoup de téléphones, et c'est là où tu t'aperçois que la technologie c'est quand même pas mal pour rester connecté. Après c'est sûr que ce qui manque, mais bon ça c'est le jeu, hein, c'est de pas se dire tiens, vendredi soir à 17h ou n'importe quand, t'aimerais bien juste aller boire un coup, ou juste te balader, ou juste à l'improviste, te dire tiens, qui est dispo, et puis voilà. Donc bon, c'est comme ça, mais encore que pendant 3-4 ans avant de partir, nous on habitait dans la campagne à 1 heure de Lille, et là on était déjà un peu dans un tout petit village de campagne, donc on avait déjà ce côté, on n'habitait plus en ville, donc les côtés un peu imprévus, on les avait plus. Donc bon, ça nous a fait une transition un peu en douceur, quoi. Voilà. Ok. Oui, c'est ça. Moi, j'allais aussi te demander justement sur tous les moments un peu informels et tout ça, ou même avoir des collègues de travail au quotidien. Toi, ça va, tu gères de ce côté-là? En fait, ce qui fait que j'ai pas l'impression d'avoir changé, notamment que moi, dans le boulot, je passais déjà beaucoup de temps en visio parce que je bosse avec des gens qui sont à Lille, évidemment, donc eux, je les vois moins, évidemment, mais à Rouen, à Reims, à Paris, à Oui, oui, Bruxelles, oui. enfin, donc ce qui fait que ça, je faisais déjà tout en visio. Donc, et puis, il y a des gens, là, il y a encore 3 semaines, j'avais quelqu'un en visio qui ne savait pas que j'étais aux États-Unis, en fait. Parce Ouais. qu'au final, pour plein de trucs, on s'en fout que j'y suis, que je sois là ou pas. Quoi, donc voilà, donc ça, il n'y a Oui. pas de problème là-dessus. Non, ce qui est évidemment bizarre, c'est quand tu t'appelles des collègues et tu te dis, tiens, j'aimerais bien, ou des copains, voilà, ça c'est le petit moment imprévu où, tiens, là, j'aimerais bien être là. Et puis le téléphone fonctionne bien, la visio fonctionne bien. Là, c'est super, on discute à deux, donc là, c'est super, on prend un temps de moment, et ça fait plaisir de discuter et de partager. Mais le moment où tu raccroches, bon, bah ça y est, t'es seul chez toi, du coup, et c'est là où c'est toujours un Ouais. peu, j'allais pas dire triste, mais un peu particulier, tu vois. Mais bon, encore une fois, ça fait partie du jeu. Personne nous a payé pour venir ici. On est venu de notre plein gré, ça faisait partie du jeu. Donc voilà Oui, quoi. Et oui. puis on se dit que c'est temporaire, c'est pas non plus toute la vie, donc voilà quoi.
Et est-ce que vous planifiez beaucoup d'allers-retours, enfin, ou est-ce que vous vous dites, ok, dans l'année, il faut qu'on rentre 3 fois, il faut qu'on rentre une fois, ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de rentrer le moins possible pour profiter le plus, ou pour même éviter de prendre l'avion? Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui rentre aussi dans les calculs de prendre l'avion souvent ou pas. Bah, moi j'étais assez fier de ne pas avoir pris trop l'avion depuis 4-5 ans en me disant ça, mon bilan carbone il est pas mal. Là, bon, on s'est fait. Là, j'ai pris 7 fois l'avion depuis qu'on est arrivé ici, donc je me dis, bon, bah là, ça c'est un sujet, ça on pourra en parler, mais on avait un comportement de zéro déchet, de faire attention sur plein de trucs, et depuis qu'on est arrivé ici, ça c'est. Ouah, ça fait quelque chose, quoi, tu vois. Mais donc pour ce qui est de l'avion, on est rentré en décembre pour les vacances, alors c'était court d'ailleurs, mais on est rentré parce que la petite sœur de ma compagne avait eu un enfant entre temps, donc il fallait la voir, c'était chouette. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu cet événement, je ne sais pas si on serait rentré peut-être. Donc là, Ok. on rentre au mois de juin. Donc peut-être qu'on se verra, Baptiste, au mois de juin. On Bah, rentre à j'espère, ouais. Lille. On rentre au mois de juin pour passer 3 semaines pour voir la famille, les copains. Bah voilà, parce que c'est pas mal. Mais après, on revient aux États-Unis et on se pose la question, peut-être qu'en décembre de l'année prochaine, on rentrera pas en fait. On ne sait pas encore en fait, on verra. Donc on se dit que 1 ou 2 allers-retours dans l'année, c'est bien. Il y a des collègues d'Inès qui sont là, venus en famille, qui sont restés 2 ans, ils vont partir au bout de la deuxième année, mais qui ne sont pas du tout rentrés aux États-Unis, en se disant, nous on est là, on tape dedans, on profite à fond, voilà. Donc voilà, nous on était rentrés là parce qu'il y avait cette histoire-là, mais en fait on planifie pas spécialement. Là on sait qu'on rentre au mois de juin, mais pour le reste on verra bien. Ok. Ouais, et donc, et tu disais, bah, enfin, même l'avion intramuros aux États-Unis, t'as tendance à le prendre pour te déplacer d'un endroit à l'autre, tellement c'est grand. Oui, Et, c'est vrai. et donc, toi, même, tu disais, ouais, le bilan carbone, ça rentre aussi en compte dans les calculs de tout ça? Bah, c'est pas que ça rentre en compte, mais c'est-à-dire que avant, on habitait à la campagne, on essayait d'être zéro déchet, on recyclait, on avait des poules pour. Enfin, ce qui fait qu'on essayait d'avoir une démarche un peu sobre et de bien faire les choses sans trop consommer, en faisant attention. Ici, bon, déjà, on prend l'avion pour venir, donc là, de toute façon, c'est déjà claqué au sol parce que de toute façon, un aller-retour en avion, ça dépense ton bilan carbone que l'on ne devrait déjà pas dépasser sur une année pour un Français, donc là, c'est déjà mort. Ce que je te disais, c'est que les courses, ils te donnent des sacs plastiques. Ah, c'est ça qui est terrible, parce que les Américains, ils sont très sympas. Soit ils t'emballent tes courses eux-mêmes, soit ils sont 2 personnes en caisse pour emballer eux-mêmes les courses. Mais imagine, tu achètes une bouteille de lait, des œufs, des brocolis, un paquet de pâtes, du scotch et de la lessive. C'est presque 4-5 produits différents. Ils te classent ça dans 4-5 sachets différents pour que ça soit pratique pour ranger chez toi. Tu vois, t'arrives, t'as ton sac qui va au frais, t'as ton sac qui va dans ta. Et en fait, ils rangent ça. Et donc, tu te retrouves des fois, au début, sans faire attention, tu te retrouves avec 20 sacs plastiques comme on avait dans les années 90 en France. Donc, ça, c'est terrible, quoi. Et même des fois, moi, quand j'arrive avec mon tote bag, je dis ah non, non, je veux pas de sac plastique et tout, ça paraît un peu bizarre. Donc, ça, déjà, tu as des choses comme ça, des déchets. Et puis le fait que chez nous, par exemple dans ma résidence, il n'y a pas du tout de tri sélectif, donc ça c'est terrible. Et puis tu vois bien que c'est pas le sujet ici. C'est pas tellement le sujet de réduire ses déchets, d'être sobre et tout. C'est pas tellement le sujet. Pas parce qu'ils s'en foutent du climat, de l'environnement ou des déchets. Je crois pas que ça soit. Enfin, peut-être, mais je crois pas que ça soit ça. Mais je constate que c'est une société qui est la société américaine, une société qui est très pratique et confortable, et que le pratique et le confortable, on va pas s'embêter avec des contraintes, tu vois. Faire un peu de tri, bah, c'est un peu des contraintes. Donc eux, ils en font pas, c'est parce que c'est pratique, tu vois. Tu fais tes courses, tu as plein de sacs plastiques parce que c'est pratique, tu as des grandes places de voitures parce que c'est pratique, tu as des grandes voitures parce que c'est plus pratique sur les grandes autoroutes et c'est pratique. Enfin, tu vois, c'est une société qui est vraiment confortable et pratique, donc il n'y a pas de il n'y a pas trop de contraintes. Et c'est pour ça que à certains moments, c'est un petit peu, tu dis, ah oui, quand même, ça dépense beaucoup ici, ça crame beaucoup. Des fois, je me dis, ouais, si tout le monde dépense comme les Américains, je pense que, tu sais, il y a toujours ce truc que si la planète consommait comme les Américains, il faudrait 10 planètes, les Français, c'est 3 planètes, enfin, je sais plus quelle est la donnée exacte, mais déjà les Français, enfin, bon, c'est déjà trop, mais les Américains, ici, tu le vois, ça consomme, ça jette, c'est assez terrible. Il y a beaucoup de plastique, beaucoup, beaucoup de plastique, donc voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu, on est ici, donc on essaie de faire notre part ici, mais c'est vrai que notre bilan carbone, il en a pris un coup dans l'aile depuis qu'on est arrivé ici.
Et justement, toute cette culture américaine dont tu parles, Maxime, c'est très intéressant parce que tu as eu aussi un petit projet que tu avais déjà mûri avant de partir et qui est en train de voir le jour en ce moment. En tout cas, on l'attend tous avec impatience. Tu as un petit projet de podcast pour raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est marrant parce que je vais parler d'un truc qui n'existe pas vraiment encore. Écoute, on est le 15 février au moment où on enregistre, toi et moi, et tu m'as dit que c'était diffusé le 15 mars. Et j'espère, et on verra, du coup on verra, parce que du coup là on parle, c'est diffusé, on parle un peu dans le futur, mais on verra si ça sera sorti d'ici là. Ouais, en fait je me suis dit que ce serait dommage d'être aux États-Unis et de pas en faire quelque chose. Enfin, j'en savais rien, un blog, un truc, des photos. Enfin, je sais pas trop. En fait, je me suis dit, j'ai pas trop de projets perso moi à côté du boulot, et je m'étais dit tiens, c'est peut-être pas mal d'essayer avec mes compétences du boulot, avec ce que j'aime, avec ce que j'aime bien faire et le temps que j'ai aussi un petit peu ici, de profiter de ça pour essayer de développer quelque chose. Donc je me suis dit tiens, un podcast, ça fait longtemps que je voulais développer ça, me tester là-dessus techniquement et puis dans la longueur, et puis essayer un petit blog, un petit site. Enfin voilà, je me suis un peu enflammé sur plein de ce que j'ai envie de faire, et je me suis posé la question de quoi raconter les États-Unis, parce que moi ça fait au moment où j'ai commencé à écrire ça fait que quelques semaines, mais je me suis dit, j'ai pas de légitimité pour raconter les États-Unis en termes de politique, parce que j'ai pas assez de background, j'ai pas assez de culture, et puis voilà. Est-ce que raconter que la Louisiane ça serait chouette, mais ça intéresserait qui que la Louisiane? Donc je me suis posé la question sur qu'est-ce que j'aime, et puis moi il y a un truc qui est pas central dans ma vie, mais quand même qui se rapproche pas mal, c'est la cuisine et la bouffe. Et je me suis dit tiens, essayons de raconter peut-être les États-Unis via la cuisine, via la nourriture, voir ce que les Américains mangent, voir ce que nous on va manger ici. Et puis ça a mûri pas mal, puisque je me suis dit, et c'est très vrai, parce que quand on a décidé de partir, tout le monde nous a dit, entre autres, hein, il y avait d'autres sujets sur le fait de partir aux États-Unis, mais entre autres, ah là là, mais vous allez mal manger, qu'est-ce que vous allez bouffer, vous allez prendre 20 kilos, ça va être terrible, vous allez manger que des burgers, et donc voilà, et donc nous aussi on avait ça, on est parti avec cet a priori là, et force est de constater que je raconterai ça normalement dans le deuxième épisode, parce que j'ai déjà enregistré quelques interviews sur le terrain, et j'ai déjà interviewé quelques personnes. Mais notamment, on est arrivé un jeudi soir à Lafayette. On a été très vite pris dans un tourbillon administratif de plein de choses à faire. Mais le samedi matin, on est allé sur un marché fermier. Et le premier stand à droite de ce marché fermier, c'était un mec qui faisait des pâtes artisanales. Enfin, un couple qui fait des pâtes artisanales. Et moi, j'adore les pâtes. Et je me suis dit, ah bah tiens, en fait, au final, ça va. On peut quand même bien manger des pâtes. Donc ça, c'est cool. Elles sont excellentes. Un peu chères, mais excellentes. Deuxième stand, c'était un boulanger. Et qui fait un pain qui, je crois, est dans mon... Moi, j'adore le pain, j'ai une passion pour le pain, enfin voilà, qui est je crois, dans mon top 3 des meilleurs pains que j'ai jamais goûté. Et en fait, tu vois, et ça, donc ça faisait 48 heures qu'on était arrivé aux États-Unis, et on trouvait de quoi bien manger, on a trouvé un endroit où on pouvait manger des bons légumes, enfin tu vois, et d'un coup, ça a un peu fait vaciller tout ce truc waouh, on mange pas terrible aux États-Unis. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de burgers, beaucoup de gras, beaucoup d'additifs, beaucoup de trop salé, beaucoup de trop sucré. Enfin, ça c'est vrai, il y a ça aux États-Unis, mais on peut quand même bien manger. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir de raconter un peu la société américaine via ce prisme-là. Ce qu'on mange, qu'est-ce que ça dit des Américains, comment on consomme, à quel moment, enfin tout ça en fait, et d'essayer de raconter la société américaine via ce prisme-là. Pas parler pas que de cuisine, de recettes, mais essayer de raconter la vie américaine, la société américaine, peut-être même la politique américaine via ce prisme ou cet angle de la cuisine et de la consommation. Voilà. Donc, ouais, et puis toi, ça te permet de prendre un peu de distance aussi, de dire, bah voilà, nous à la base, on parle juste de bouffe, on n'est pas expert en vie sociale, en vie politique, en culture, en tradition, machin, juste, on avait envie de parler de bouffe, et puis on parlera de bouffe du coup. Exactement. Mais alors bon, j'espère, allez, je te fais un truc, ce sera pas un scoop parce que ce sera peut-être déjà sorti ou pas, enfin j'espère. À un moment, il faut quand même faut que je démoule cette affaire-là, mais le premier épisode, je parlerai de Sonic, qui est une chaîne de fast-food ici aux États-Unis, qui est très connue dans le sud beaucoup surtout, et c'est moi je connaissais pas en fait, je connaissais évidemment Burger King, KFC, McDonald's évidemment, mais pas Sonic. Et en fait, Sonic, c'est une chaîne qui est très marrante parce que donc tu as les restaurants, mais dans lesquels tu peux pas manger sur place, tu manges sur le parking en fait, et tu as t'as des bornes sur chaque place de parking, et tu t'arrêtes sur ta place de parking, tu ouvres ta fenêtre, tu commandes à la borne, et
la personne vient te livrer directement dans ta voiture et tu repars où tu manges. Et en fait, c'est l'un des derniers souvenirs des drive-in américains où avant c'était comme ça. Avant les drives que l'on connaît en France, c'est ce qu'on appelle les drive-through, c'est à travers la fenêtre en fait, voilà. Mais là en fait les drive-in, c'est vraiment t'arrives, on te sert et tu manges dans ta voiture. Et ça c'est le premier fast-food qu'on a fait ici. D'ailleurs le vendredi soir, ce que je te disais, on est arrivé un jeudi soir, et je crois que le vendredi soir, on avait été tester ça, parce qu'on nous en avait parlé, on a trouvé ça marrant, et on s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société, les gens qui mettent 10 minutes pour bouffer dans leur bagnole, en plus des burgers et des frites, c'est trop gras. Et ça, c'est très étonnant, parce que évidemment, nous, on arrive ici en se disant, tiens, nous, quand on passe du temps à table, on fait des repas qui durent 1 heure, 1 heure et demie, des fois, tu as des repas de famille qui durent toute l'après-midi, et tu dis, mais ça, c'est la culture française. Et là, tu arrives, et les gens mangent en voiture, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et ça, c'est très étonnant. Alors d'abord, on juge un peu en disant, tiens, c'est quand même un peu bizarre. Et puis après, tu comprends que c'est évidemment plus compliqué que ça, et finalement, quand tu creuses un peu toute cette histoire-là, du drive-in, du développement des fast-food, du développement de la culture américaine, du développement des voitures grâce à l'autoroute et de l'expansion du pays, et tout ça, ça te fait que ça raconte un peu de l'histoire du développement de ce pays, et ça en devient un truc un peu plus charmant. Et je dois t'avouer que mon premier regard sur Sonic, c'était vraiment un truc en me disant, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et maintenant, je dois t'avouer que j'ai un regard un peu plus charmant sur ce fast-food. Est-ce que vous y retournez plus fréquemment maintenant? Alors, anecdote, on n'y est pas retourné depuis quelques semaines, mais on y est allé quelques fois avant. Et alors, c'est terrible parce que moi, j'ai un niveau d'anglais qui est... Je comprends bien, mais j'ai pas encore un niveau d'anglais qui est foufou. Enfin, je me fais comprendre et tout, je me débrouille, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut quand même t'imaginer. Donc, tu arrives, tu te gares sur une place de parking, tu as une grande borne sur la gauche avec tous les menus, les burgers, les frites et les choses dans tous les sens. Et puis, quand tu es prêt, tu appuies sur un bouton. Et là, la personne te parle dans un haut-parleur qui est déjà bien dégueulasse, tu comprends rien. Le haut-parleur est grave aussi. Le haut-parleur a dû prendre des années d'humidité, donc il est pas bien frais. La personne te parle avec un micro où le micro est trop fort comme ça, et donc tu comprends pas bien déjà ce qu'elle te demande. Et toi, quand tu lui parles, et ça arrivait 3 fois, les 3 fois où j'ai commandé, où ça pète le concept parce que tu me fais pas comprendre, et la personne sort du restaurant pour venir directement à la fenêtre pour prendre ta commande. Et là, ça pète le concept complètement. Donc voilà, donc ça c'est mon expérience avec Sonic, c'est un peu des fois un peu des ratés comme ça, mais on y est retourné quelques fois. Écoute, le poulet frit est bon, et voilà. Et c'est vrai que j'avais vu le film Le Fondateur, là où il parle de McDonald's et du développement de McDo, et où au début c'est vrai que tous les drive-in sont les serveurs viennent à ta voiture et tu manges dans ta voiture. Et après ils ont développé le truc de vous sortez de votre voiture, vous pouvez vous installer sur place, ou alors juste vous drive through et vous ne vous arrêtez pas. Je pense que ça leur faisait mais en fait ça c'est en termes de parking et tout ça, quoi. Et ça, exactement, et parce qu'en fait, tu t'arrêtes pas, tu commandes à la fenêtre, et les burgers sont prêts. C'est les frères McDonald's, d'ailleurs, qui ont inventé ça, le Speedy System, tel que ça s'appelait avant, de pas perdre de temps, de réduire la gamme pour avoir un burger, un cheeseburger, des frites, bam, c'est tout, d'être très, très, pour être efficace, pour livrer très vite, et aussi parce que les gens roulent, et que les gens vont loin, et qu'ils s'arrêtent pour manger, parce qu'ils vont manger, et clac, après, ils reprennent la route. Et c'est pas rare ici de beaucoup rouler. Nous en France évidemment on a l'habitude de rouler, mais quand on fait Lille-Marseille, on roule pendant 10-12 heures et on est arrivé, donc ça c'est pour partir en vacances, on peut le faire, mais ici c'est très très commun de s'enquiller des kilomètres et des kilomètres, ou des miles et des miles pour rouler. Ici pour aller à New York, je crois qu'il nous faut entre 21 et 23 heures de route. Et ça fait pas peur à certaines personnes de partir à New York en voiture sans problème, quoi, tu vois, ou de partir à toujours une blague que je dis, c'est que nous, on n'est pas loin de l'autoroute qui passe à Lafayette, c'est la numéro 10. Et la numéro 10, en fait, les autoroutes, elles sont marrantes parce qu'elles sont calculées 10, 20, 30. C'est les autoroutes qui traversent le pays d'est en ouest ou d'ouest en est. Et nous, la I10, l'autoroute I10, si tu la continues, tu vas jusqu'à Los Angeles. Et donc, c'est pour ça que des fois, je dis la blague, tiens, nous, au bout de la rue, c'est Los Angeles. Donc ça, c'est marrant. Mais en fait, on peut prendre la route et il y a des gens qui font ça. Et c'est pas rare de s'enquiller 10, 12, 15 heures de voiture pour rouler, pour partir en vacances, pour aller voir de la famille, et donc c'est pour ça que tout ça, ça comprend, tu comprends que les fast-food font partie de cette histoire américaine, ce développement, et il y a 1 milliard de choses à dire sur le fast-food, donc je pense que le premier épisode sera dédié à ça, mais je pense que si ça continue, j'aurai plein d'articles et plein d'épisodes à faire sur les fast-food, parce que cette histoire est
et je crois passionnante en fait, en tout cas de ce que ça dit des États-Unis. Alors il n'y a pas que les fast-food évidemment, on n'y mange pas que ça, mais c'est passionnant de ce que ça dit de la construction américaine, du comportement américain et de tout ça quoi. Trop bien. Et ben, en tout cas, on a hâte on a hâte que ce projet voit le jour, on a hâte que ce Et podcast sorte. ben moi aussi j'ai hâte, je vais te dire j'ai hâte. Je vois la date, enregistrement là, on est le 15 février, le 15 mars, je me mets un petit défi, là, j'ai un mois pour sortir au moins la bande-annonce et au moins le premier épisode. Au moins il faut que ça sorte là, tu vois. Voilà. Ok. Et ben écoute, en tout cas, nous, le rendez-vous est noté pour tous les auditeurs de Sans Prétention. Le jour où ce podcast sortira, on sera au courant que Sauce Américaine existe ou doit exister en tout cas, et on ira le chercher sur les plateformes. Exactement. Et puis, on te fait confiance pour que ça soit sorti d'ici là en tout cas. Ouais, j'espère. Et nous avons fini cette première partie de podcast, j'ai envie de dire un peu sur toute cette thématique des États-Unis et tout ça, parce que je sais qu'on pourrait Ok. en parler des heures, mais il y a d'autres C'est vrai, sujets que peut-être j'ai qu'on y envie reviendra, d'aborder peut-être que aussi avec toi. je vais peut-être vriller hein, sur les États-Unis, hein, mais désolé. Non, mais tout est un peu lié aussi, voilà. Mais tu l'as dit, en tout cas, on enregistre le 15 février aujourd'hui, et donc hier, c'était le 14 février, c'était la Saint-Valentin en France. Je ne Ouais, sais pas. bah c'était aussi la D'ailleurs, Saint-Valentin aux États-Unis, ouais. ouais, je sais pas si la Saint-Valentin c'est très très populaire aux États-Unis ou pas. Alors, désolé parce que on vient de terminer la partie sur les États-Unis et je vais trop parler des États-Unis, Oui, mais non, mais c'est s'il y a moi un qui te truc qui pose est la zinzin question. avec les Américains, c'est que non, mais ils fêtent tout ici. Ils fêtent la Saint-Valentin. Dès qu'il y a une fête, et c'est ça aussi qui est chouette avec les Américains, c'est qu'ils sont vraiment à fond pour tout. Et que la Saint-Valentin, t'as les magasins qui se transforment en des cœurs partout. Halloween, c'est zinzin. Thanksgiving, c'est zinzin. Mardi Gras ici, on est aussi en pleine période de Mardi Gras. C'est zinzin ici en Louisiane parce que c'est Noël. Alors je te raconte même pas Noël. Mais non, la Saint-Valentin, c'est quelque chose ici aussi, ouais. Donc l'Amérique c'est zinzin quoi. C'est ça le. Non, mais c'est ça, et c'est ça qui est super en fait, c'est qu'ils sont à fond pour tout. Et c'est ce que je te disais un peu au début, c'est que en ce sens-là, c'est très agréable. T'as l'impression des fois d'être dans un film ou un truc, mais c'est très agréable que les gens soient à fond et joyeux. J'ai commencé tout à l'heure en disant qu'ils sont plus, bah, ils sont plus là-dessus, et que quand c'est plus sur la fête et la joie, bon bah ça c'est cool en fait, voilà. Ok. Et je voulais te parler un peu de la Saint-Valentin parce que je me suis toujours demandé comment t'avais rencontré ta compagne aujourd'hui. Ah la vache, la question, ça joue sur le privé là. Euh, Dans ce mais, que, dans ce et que ben tu peux nous écoute, raconter, bien sûr. ah ouais, bah écoute, ma compagne était stagiaire chez WEO, la chaîne de télé dans laquelle on travaillait tous les deux. Elle était stagiaire, moi j'y étais, et on s'est rencontrés là-bas. On a fait quelques reportages ensemble. C'est un peu matché, et puis voilà. Et puis après son stage, on s'est revus, et puis voilà. On est Tu, tu... ensemble, et ça fait maintenant, ça fait bientôt 15 ans. Ah, c'est beau. Mais t'es resté professionnellement correct pendant toute la durée du stage. Ah, je suis resté très très correct. Il n'y a pas eu de Ah oui, oui, oui. débordement. Pas Et de... Oula, non. parce que tu disais, oui, que en fait, là où je voulais en venir, c'est que vous êtes, tu disais que vous êtes parti aux États-Unis à trois, donc avec ta compagne et avec ton fils. Donc, parce qu'aujourd'hui, tu es père de famille depuis 2 ans et demi, c'est ça? Exactement. Et alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment ça s'est fait un peu. Comment est-ce que. Enfin, pourquoi est-ce que tu es devenu père en fait? Est-ce que tu avais envie? Est-ce que c'était un projet? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit dans votre relation avec le temps? La parentalité. Parlons un peu de la parentalité. Comment es-tu devenu père? Bah, ça c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, puis en fait, les choses viennent assez naturellement. Bah écoute, ouais, peut-être pas naturellement. Enfin, c'est pas un truc qui était planifié, c'est un truc qui arrive, qui est un peu l'aboutissement de quelque chose et qui arrive au bout de discussions où tu te demandes si t'es prêt, puis si t'es prêt, puis après tu te poses la question, puis ça arrive comme ça au bout de. Je peux pas dire qu'il n'y a pas d'élément qui déclenche, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'es longtemps avec la personne, tu parles de plein de trucs, et puis après, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un moment où tu as le truc qui déclenche, tu vois, genre bam, c'est maintenant, c'est parce que ceci, parce qu'on réalise à ça, ou parce qu'un changement de boulot, ou un changement de maison, ou je crois pas que ça soit quelque chose comme ça, mais c'est le fruit d'une construction, ou de discussion, ou d'ailleurs, et ça, je crois, c'est le charme des relations longues, mais c'est que du coup, tu as le temps de voir venir des choses, et comme, désolé de revenir sur les États-Unis, mais c'est un peu comme ce déménagement aux États-Unis, on savait qu'à un moment, ça faisait 4-5 ans qu'on habitait à la campagne, on voulait peut-être changer, peut-être, et que quand il y a eu cette opportunité aux États-Unis, on s'est dit ah bah tiens pourquoi pas, et puis au final le changement nous paraissait pas si énorme parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait et que voilà,
Mais en tout cas, avoir un enfant, évidemment, ça bouleverse la vie, ça change tout, c'est évidemment. Mais le fait de décider, je peux pas te dire s'il y avait un moment particulier, c'est juste le fruit d'une construction en longueur de discussion et d'un moment où tu dis, ah bah, on est plus près qu'un moment, enfin voilà, et puis voilà comment ça se fait, quoi. Mais est-ce que toi, enfin, toi, c'était un projet dans ta vie d'avoir des enfants? Est-ce que ça fait longtemps que toi t'y penses? Est-ce que avant Pas de vraiment, rencontrer pas vraiment. ta moitié, C'était pas tu en le tout cas, savais déjà ou... non, c'était pas une fin en soi, en fait. C'était vraiment pas une fin en soi. Parce que j'avais pas non plus un désir fou, tu vois. Hmm. Ce que mais c'est parce que c'est encore une fois c'est un concours de circonstances, t'es avec la bonne personne, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être tu vois, c'est ça en fait. Et donc du coup peut-être que si j'avais été quelqu'un de différent, ça se serait pas fait, tu vois, ou peut-être avant, ou peut-être après, ou peut-être pas du tout. Mais il y avait pas de en tout cas c'était pas du tout planifié, ou j'avais pas d'agenda, comme Ouais, ici on dit aux États-Unis, un agenda sur ce projet-là, quoi, voilà. ok. Et tu parlais du fait d'être prêt. Est-ce que c'est à un moment tu t'es senti prêt? Je sais pas, qu'est-ce qui a fait que... Ou c'était inattendu et puis c'était salutaire, j'en sais rien. Bon, la vérité, c'est qu'on n'est jamais vraiment tout à fait prêt, hein. Oui, tu te dis, c'est quand tu as un peu de sécurité financière, quand tu as un peu de sécurité, ou quand tu es tranquille, quand tu es bien installé. Nous, on avait une maison depuis 2 ans, c'était confortable, on était bien. Enfin, c'est là où tu. Donc là, c'est confortable, la situation était plutôt confortable, donc ça, c'est cool. Après, en vrai, tu peux faire, il y a des gens qui ont des enfants dans des conditions moins confortables, et donc voilà, en fait, nous, c'était, je te dis, c'est arrivé à l'aboutissement d'un truc, donc on s'est dit, bon, bah voilà, là, ouais, c'est peut-être la future étape, donc allons-y, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y aura d'autres enfants qui peuvent voir le jour derrière ou c'est très bien Ah la et on vache, s'arrête là? comme tu vas, et ben on n'en sait rien. Écoute, en fait, on n'en sait Parce que rien. moi, Euh, s'il y a moyen d'avoir un petit créneau pour se caler en tant que parrain, je t'envoie un CV, on ah, en je vois bien, je vois discute, bien. voilà, tu vois. Je vois bien que ça t'a vexé de pas être. Non, mais on n'en sait rien. Et si il y a moins de, il y a moins d'un an, puisque c'était là, l'épisode sortira le 15 mars. Mais bon anniversaire à ma frangine d'ailleurs qui est née le 15 mars, comme ça si jamais elle écoute, je sais pas si elle va écouter, mais voilà, ouais, bon anniversaire Marion. Mais le 15 mars, on a su que Inès était sélectionnée pour partir aux États-Unis le début avril. Je sais pas si c'est le 30 mars ou le 1er avril, ou je sais plus, mais en tout cas c'est vraiment tout début avril qu'on l'a Ok. su. Et donc tu vois, il y a moins d'un an, on ne savait pas que notre vie allait changer à ce point, que ça allait être un peu bouleversé, qu'on allait partir vivre aux États-Unis. Donc, te dire qu'on n'a pas planifié de trucs, on essaie de profiter de vivre au jour le jour, et te dire qu'on a prévu un deuxième enfant, ça serait vraiment, j'en sais rien. Encore une fois, on va bien voir ça, tu vois. Ok. Enfin, ouais, j'en sais rien. En fait, en vrai, j'en sais Non, vraiment non, rien, mais quoi. Voilà. je pense pas que ce soit de toute façon le projet où tu peux le plus, où tu peux savoir à un moment, c'est pas genre je sais que je vais passer le permis, ça c'est sûr, c'est planifié, Ouais, ouais, non, c'est mais inscrit machin, ce qui est sûr, c'est que si jamais on saura plus ou moins à quoi s'attendre, hein, parce que, enfin, après, tous les enfants sont différents, mais on saura à quoi s'attendre au moins si jamais on en a un. Mais on n'en sait vraiment rien. Voilà. Ok. Et est-ce que, pour finir sur cette section enfant, on va dire un peu, c'est pas une section pour enfants, mais une section enfant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à de futurs parents ou un conseil de parentalité, un conseil sur ce Et, projet? et ben, c'est marrant parce Un qu'on a un copain conseil pas commun. forcément visé, hein, Ouais. mais... Non, non, mais on a un copain commun qui va bientôt avoir un enfant. Et le premier conseil que je lui ai donné, je lui ai dit, mais voilà, c'est de prendre le plus de temps possible à naissance. Parce que je dis, en fait, c'est précieux. Moi, j'avais pris quasiment 3 mois de temps, et c'est trop bien, parce que déjà pour essayer de comprendre ce qui t'arrive dans les dents, parce que c'est bon, voilà. Je crois pas que les mecs en soient très prêts à ce qui nous arrive, et puis voilà, et de prendre le temps avec ta compagne déjà pour découvrir, pour être présent aussi, donc voilà. Et non, de prendre du temps au début. Il y a un milliard d'autres des conseils, tu vois, mais en tout cas celui-ci de prendre du temps, de rien faire, de ne pas bosser, d'être 100% focus le plus de temps possible à la naissance, en fait,
pour aider la maman, pour être présent, pour construire aussi un truc, enfin pour être là, quoi, tu vois, donc, et puis même pour profiter, et puis pour découvrir ce nouveau rôle. Enfin, non, premier conseil, c'est de prendre le plus de temps possible au début, vraiment. Après, si tu veux d'autres conseils, il y en a d'autres, mais en tout cas, celui-ci me paraît au moins important pour se mettre dans les bons rails au début, pour que tout se fasse le plus sereinement et le plus sainement, quoi, voilà. Ok, très bien. Très bien, très fort, Voilà. Donc, très clair, très précis, très efficace. Un très beau conseil. Ah ouais, non, mais si Merci, tu veux, j'en ai d'autres, merci mais en Max. tout cas, celui-ci est pas mal, hein, je trouve. Ouais, non, Enfin, franchement. en tout cas, selon Franchement. moi, voilà. Oui, oui, non, bah, de toute façon, on est là pour écouter votre version des choses, hein. On n'est pas là pour Ouais, ouais. avoir la science infuse. On est sans prétention, on donne notre avis et on sait pas si c'est le bon. Donc, J'avais un copain un copain qui avait des enfants juste avant nous, enfin non, qui avait eu même 2 enfants juste avant nous, et qui nous avait donné ce conseil en tant que couple. Et ça m'a marqué, j'ai dit à plein de monde, c'est pas de décision importante avant 1 an. Du genre, la première année de l'enfant, ça fait tellement vaciller tout ce que tu connais, tout ce que tu connais de toi perso, tout ce que tu connais de ton couple, tout ce que tu connais de l'environnement, de la famille, enfin tout ce que tu as connu avant, tout est chamboulé parce que c'est remis à plat sur un nouveau. Enfin, ça explose dans tous les sens. Et c'est là où tu te dis, pas de décision importante. Parce qu'on voit, il y en a beaucoup trop de couples qui se séparent avant les 1 an de l'enfant parce qu'ils n'étaient pas prêts ou parce que ça vacille un peu. Parce que, évidemment, ça vacille un peu parce qu'il y a des nuits qui sont compliquées, il y a des moments qui sont compliqués, il y a des choses qui sont moins joyeuses. Et donc, forcément, ça te fait vaciller un peu. Mais donc voilà, pas de décision importante avant. Faut s'accrocher pendant une année. Enfin, faut s'accrocher. C'est pas non plus le bagne, hein, mais c'est même super d'ailleurs. Mais il faut tenir bon la première année. Une fois que tu as enquis la première année, bon, après c'est quand même super. Enfin, c'est super du début à la fin, mais c'est vraiment chouette. Il faut un tout petit peu s'accrocher en tout cas. ok, trop bien. Trop bien. Eh ben, merci pour ces conseils en tout cas, je le note Eh ben, écoute, de rien. pour mon Écoute, si ça te futur va. aussi. Voilà, on s'en reparlera Si ça peut-être un jour, t'inspire, hein. si ça t'inspire, je suis content. Ça m'inspire, je vais m'y mettre tout de suite. Mais non, non. Et j'avais une nouvelle partie de podcast. J'avoue que j'avais pas bossé trop la transition entre ces deux sujets. Donc ça n'a pas beaucoup C'est de sans sens. transition. C'est sans transition, Mais c'est pas grave. sans transition, sans prétention. Non, tu l'as un peu mentionné aussi. On s'est rencontrés parce qu'on travaillait dans la même entreprise. On travaillait tous les deux chez Exactement. WEO, la télé des Hauts-de-France. Je voulais qu'on parle un peu de ton parcours, de ta vie professionnelle. Parce que moi, quand je suis arrivé chez WEO, tu étais présentateur d'émissions et responsable du digital. Ce qui sont Ouais. quand même deux missions qui n'ont pas forcément grand-chose à voir et qui sont deux métiers assez pointus dans leur domaine. Alors, comment on arrive là où tu es arrivé quand on s'est rencontrés? Comment on devient présentateur télé et responsable du digital aussi en même temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives là? On pourra en parler, je pourrais parler du parcours, mais en tout cas, c'est encore une fois, ça faisait longtemps que j'étais là, et puis c'est une construction qui se fait dans la durée. Mais en tout cas, il y a quand même un truc qui est WEO, tu l'as connu, et c'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça que moi j'aime les petites structures, ou au moins j'aime le média local pour plein de raisons, mais au moins celle-ci, c'est que on est contraint à l'agilité en fait, parce qu'on peut pas se dire tiens, on a le, le responsable du développement marketing, et puis d'un côté le journaliste, et puis de l'autre côté la communication, et puis d'un côté la technique. Tu es obligé de faire un peu tout en fait, et c'est ça qui est, je trouve bien, ce qui fait qu'on est non seulement pas enfermé. Alors effectivement, on est peut-être un peu moins expert que si on était dans une grande boîte et qu'on était focus sur un seul sujet très pointu, donc peut-être, très probablement, mais cette agilité, ce côté touche à tout, en tout cas c'est ce qui m'a toujours plu. Le digital, moi j'avais pas de base, j'ai pas une passion spéciale. Enfin, c'est pas ça forcément que j'aurais voulu faire. Moi, je suis journaliste à la base, et j'aime le terrain et le reportage, mais petit à petit, par des constructions, par des évolutions, c'est un chemin qui m'a été proposé et qui m'a plu, parce que je me suis dit, tiens, on peut tester d'autres choses, d'autres façons d'écrire, d'autres façons de diffuser, d'autres façons de faire plein de trucs. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, et encore une fois, je suis content d'avoir pu participer à toute cette histoire, puisque ça nous fait développer plein de compétences, rencontrer plein de monde, essayer de se dépasser sur plein de sujets différents.
Et passer à la télé pour présenter des émissions de cuisine, c'est quand même vraiment pas désagréable. Mais ça, c'est pareil. C'était pas non plus une fin en soi. Mais un jour, on se dit, tiens, il faut une émission de cuisine. Tiens, qu'est-ce que. Voilà, moi, par le passé, j'avais été rédacteur en chef et réalisateur d'une émission où on y parlait beaucoup de cuisine. Et donc, tiens, bah boum, ça m'a été proposé. Et c'est plutôt chouette. Alors, c'était pas non plus l'une de mes missions principales. Mais c'est un peu comme un petit moment de plaisir que tu fais en milieu d'autres missions et c'est bien parce que ça rend le... C'était bien aussi pour deux choses. De un, parce que ça permet de voir d'autres choses, de sortir un peu de ton univers du quotidien. Mais surtout, ça permettait aussi d'aller sur le terrain et de continuer à faire ce que moi j'aime, c'est-à-dire du reportage et d'aller rencontrer des gens et d'être sur le terrain. C'est bien parce que moi j'avais tendance à être beaucoup dans des réunions de stratégie ou d'être un peu plus sur du boulot de fond. Et je donnais aussi beaucoup de formation à des journalistes. Et le fait de continuer à aller sur le terrain, eh ben, ça permet d'être dans le vrai. Et que moi, je trouve ça toujours très charmant le matin de mettre des bottes pour se retrouver dans un champ avec un agriculteur qui nous parle de sa problématique du moment. Et l'après-midi, d'être dans une réunion plus stratégique, un peu plus sérieuse. Mais en tout cas, je trouve que le terrain, il y a que ça de vrai et ça permet de rester un peu dans le concret en fait, et de ne pas oublier les bases et de pas voilà, et de continuer de progresser. Donc c'est pour ça que c'était bien d'avoir ces deux casquettes en fait, voilà. Parce que toi, t'es journaliste à la base. À la base, ouais, c'est comme ça que j'ai démarré. Euh, j'ai fait un BTS audiovisuel, j'ai fait ensuite une licence de journalisme, et après j'ai bossé, j'ai fait des petits boulots, des petites piges par-ci par-là. Après j'étais embauché chez Weo, et puis j'ai d'abord en tant que JRI, et puis après j'ai un peu progressé, j'ai un peu évolué, mais mon vrai métier, quand on me demande en tout cas, même si c'est moi ce que je fais en ce moment, et c'est aussi pour ça que ici j'ai envie de reprendre un podcast et pour continuer de rencontrer du monde et de faire des interviews et d'élargir mes connaissances, enfin voilà, essayer de rencontrer, voilà, et c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qui est en tout cas l'ADN de mon métier, et bien souvent, quand on me demande ce que je fais et d'expliquer, j'ai souvent raconté qu'on était payé pour s'intéresser à la vie des autres. Et ça, quand même, quand c'est ça ton métier, bah, c'est pour ça qu'au boulot, certains se plaignaient, à raison peut-être, parce que les conditions étaient peut-être... peut-être. Enfin, mais quand ton métier, c'est quand même d'être payé pour raconter la vie des autres, bah, je me dis que c'était quand même un beau métier, quoi. Donc c'est pour ça que ce métier est chouette. Trop bien. Non, mais enfin, je te rejoins totalement là-dessus et c'est vrai que c'est vraiment un aspect très très cool de ce métier-là. Et Bah, toi, c'est pareil. Toi, t'as fait plein de trucs. T'as fait plein de trucs, des fois un peu n'importe quoi, des fois des trucs super cool, ah oui, oui. mais on a un peu touche à tout et t'es pas enfermé. Et c'est ça qui est cool, en tout cas. Oui, oui, non, non, mais bah, bien sûr, bah, c'est l'avantage des petites structures et c'est à la fois un avantage et un désavantage. C'est comme tu l'as dit, Oui, à la fois tu peux toucher à tout et tu peux faire toutes les missions. Et en même temps, si tu touches à tout, ça veut dire que tu touches aussi un peu à la merde en général pour, voilà, oui, oui. Et puis, t'essuies les plaintes aussi et tu bah oui, ramasses un oui. peu la merde sur le côté, quoi. Mais Oui, voilà, oui, mais à bah côté de évidemment, ça, évidemment. Et derrière, puis, on te propose aussi d'aller tout en haut, d'aller tester des trucs vraiment cool et ça pour le coup, c'est vraiment bah trop oui, bien. alors oui, donc évidemment, j'en dresse peut-être un portrait idyllique, mais évidemment, parce que le fait est qu'on touche à tout, et puis t'as forcément des frustrations d'être un peu, de pas faire bien les choses jusqu'au bout. Enfin voilà, donc évidemment, il y a aussi plein de parts de négatifs, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même chouette de pouvoir toucher, de s'intéresser à tout, et de pas être enfermé dans un seul sujet. Ouais, et je pense que c'est l'une de tes grandes forces aussi, c'est que tu arrives à t'intéresser à tout. Et justement, c'était un peu l'esprit de ma prochaine question. C'est là, aujourd'hui, avec le recul et avec tout le parcours que tu as derrière toi aussi, qu'est-ce qui t'intéresse professionnellement? Qu'est-ce qui te stimule intellectuellement? Parce que là, j'ai l'impression, moi, tu sais, t'es un peu aussi ce pote un peu geek, un peu nerd, qui s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, aux ordinateurs et tout. Enfin, en fait, tu sais tout faire et en même temps, tout t'intéresse. Et de comment tu te cernes, toi, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, aujourd'hui aussi? C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent trop des fois. J'ai tendance à avoir des passions un peu. Puis dès que je découvre un sujet, j'ai envie de tout creuser, j'ai envie de tout savoir dessus. Enfin bon, voilà. Mais bon, et encore une fois, des fois, je fais tout et rien à la fois. C'est que je m'intéresse à un truc pendant des. Puis je passe très vite à autre chose. Voilà. Non, mais en fait, il y a. Encore une fois, moi, je me rappelle d'un des premiers cours de journalisme que j'ai eu, un prof qui nous avait dit, première phrase, il nous avait dit pour être journaliste, il faut aimer les gens.
Et il nous avait dit, si vous n'aimez pas les gens, vous pouvez partir parce que ça, c'est pas possible ici. Donc voilà. Donc Est-ce que tu te souviens de son nom ou ça, pas? oui, très bien. Il s'appelait Philippe Basquin et c'était le responsable de la formation de la licence journaliste à Valenciennes que j'ai suivi. Et ne serait-ce que tout ça, c'est presque le truc le plus important que l'on a retenu. Enfin, que j'ai pas. C'est pas le truc. Mais dans la valeur, tu vois, pour faire ce métier, il faut aimer les gens déjà et il faut être curieux, quoi, tu vois. Et tu as des journalistes qui sont plus curieux ou blasés, où je pense qu'à un moment, faut peut-être t'arrêter ou faut se poser des questions. Mais tu vois, le fait d'être curieux, de s'intéresser à tout, de ne pas avoir trop d'a priori. Moi, j'essaie de ne pas avoir trop d'a priori. Ne serait-ce que, bah, tu vois, pour mon projet de sauce américaine, là, j'essaie de ne pas avoir trop d'a priori, parce que si tu arrives avec tes a priori français, évidemment, tu peux dire qu'ici, c'est que de la merde à bouffer. Et au final, quand tu creuses un peu, bah, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas mal, voire très bien, voire même des fois très très bien, voire même meilleur, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de jamais avoir d'a priori, d'être totalement sans prétention, hein, pour reprendre ton truc, et c'est chouette en fait de l'avoir appelé comme ça, parce qu'en fait le truc c'est que si tu prends les choses comme acquis ou comme si tu savais, ou... moi il y a un truc que je déteste le plus, c'est les certitudes ou les gens qui sont sûrs d'eux, tu vois. Généralement quand en soirée ou quand tu rencontres des gens et que les personnes savent des choses, même sur des sujets que je ne connais pas, enfin ils t'expliquent qu'ils sont sûrs de ça, globalement je fuis ces gens parce que je me dis bon d'accord, les gens qui sont sûrs d'eux sont pas très, enfin, ils sont sûrs d'eux, sont pas très intéressants, quoi. Mais J'aime justement, le doute et t'arrives à garder, les gens qui doutent, t'arrives quoi, à tu vois. garder à la fois cette passion des gens et cet intérêt pour les gens sans être dégoûté quand tu tombes sur des énormes connards. Bah, parce que je crois que les énormes connards sont pas la majorité des gens, en fait. Je crois ça, tu vois. C'est ceux qui font le plus de bruit, mais c'est pas la majorité. Ah ben c'est pas parce que les gens font du bruit que voilà, c'est pas forcément la majorité, je crois pas, tu vois. Mais c'est comme, on pourrait parler de venir ici aux États-Unis en ce moment. Tu vois, tu peux dire, mais ça fait peur Quelle parce que tous idée! les gens sont. Mais ouais, mais en fait, déjà non, tu vois. Ben voilà. Enfin, non, il faut rester ouvert, il faut douter, il faut rester curieux, il faut passer la première façade, il faut passer la vitrine, faut creuser tous ces sujets-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux, sur tous les sujets, tu peux t'intéresser, tu peux avoir un premier avis, et ça c'est vachement bien. Mais la vérité, c'est toujours un peu mieux en creusant un peu, en essayant de comprendre un peu ce qui se passe. Et que on pourrait juger, moi en ce moment, j'ai plein de gens qui m'appellent, enfin, ah, mais ça doit être terrible de vivre aux États-Unis en ce moment, ça doit être fou, ouah, les États-Unis, nan, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, ouah. Alors oui, ouais, évidemment, mais c'est pas que ça en fait. La vie quotidienne est mille fois plus compliquées, diverses que ce qu'on y entend sur un certain prisme d'une actualité. Alors évidemment, ça prend beaucoup de place en ce moment, tout ça, tout ce qu'on voit sur les États-Unis, mais c'est évidemment plus compliqué, plus large et plus intéressant que tout ça en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de venir creuser, et c'est pour ça que c'est aussi, je crois, passionnant d'habiter aux États-Unis en cette période-là, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que oui, donc quand tu en parlais de côté nerd, oui, j'ai aussi un côté très geek, un côté où j'ai envie d'aller dans. Je m'intéresse évidemment à tout ce qui se fait sur l'IA, à fond, sur les outils, tous ces trucs-là, ça me passionne, et voilà. Parce En que ayant bien pour conscience la que ça petite fait que. anecdote, je pense que tu es la personne qui optimise le plus son temps ou son ordinateur ou son téléphone que je connaisse. Oui, c'est vrai, j'aime les petits gains de productivité, même minimes, les petites applications, les petits détails et tout, parce que ça me fait marrer, parce que j'ai l'impression d'être plus efficace. Bon, c'est du flan, mais j'ai sûrement la. Ouais, c'est parce que ça me fait marrer en fait d'être toujours un peu, d'avoir l'impression d'être toujours connecté. Mais la vérité sur les outils d'IA, sur tout ce qu'on voit au quotidien, c'est que rares sont les fois maintenant, sur l'IA depuis 3-4 ans, de tout ce qu'on voit, où je suis rarement bluffé de quelque chose, parce que c'est super, tous les jours tu as des outils qui font des choses extraordinaires. Enfin, on pourrait presque construire nous-mêmes une fusée, ou avec tous les IA, il y a tellement de grands outils et de choses assez faciles qu'on pourrait faire des choses tous extraordinaires. Enfin, c'est facile, mais justement, alors la puissance de feu de ces outils-là sont super, mais rarement je suis bluffé par des gens qui ont des vrais usages un peu intéressants. Tu vois, tu t'aperçois, ok, c'est super, ok, on peut faire ça, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien de tout ça en fait? Comment on s'en sert et qu'est-ce que ça nous change vraiment la vie? Parce que, effectivement, si c'est pour
réécrire un mail en 2 secondes de plus vite, c'est super, tu vois, mais il y a plein de choses qui sont... Donc c'est pour ça que j'ai du mal à être bluffé sur certains maintenant, en fait, tu vois, donc en tout cas, c'est les usages qui m'intéressent sur comment on essaie de faire quelque chose d'intéressant de cet outil, et bien souvent, je m'aperçois que c'est pas très intéressant ce qu'on y fait, en fait. En tout cas, donc voilà. Mais donc ouais, ça m'intéresse, je me tiens toujours... informé là-dessus. Et le fait d'habiter maintenant aux États-Unis, c'est de démarrer un terrain de jeu vierge en termes d'infos, parce que moi je suis arrivé ici, je connaissais l'histoire américaine et la politique américaine comme toi, enfin de ce qu'on entendait en France, mais là du coup j'arrive dans un terrain de avec des gens, je connais pas tous les députés, je connais pas tous les sénateurs, il y a plein de trucs donc se remettre à jour comme si voilà, je viens d'arriver dans un pays, donc je dois me remettre dedans dans cette culture de m'informer tous les jours, d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se dit, pourquoi. Là où j'ai eu le plus de mal, c'est de hiérarchiser les informations que je lis. Dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation de l'information, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est là. Moi, des fois, je lis des choses, il y a des fois, je me dis, tiens, est-ce que ça, c'est important? Est-ce que ça dit quelque chose ou pas, en fait? Il y a des fois, je sais pas trop, en fait. Donc voilà. C'est ça qui est le plus particulier, tu vois, voilà. Et du coup, t'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui te... Ah mince. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te stimule intellectuellement ou même professionnellement? Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Bah... à peu près tout, quoi. En fait, j'ai pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de... Non, mais en vrai, il y a... Bah, je sais pas, mais tu vois, il y a... Bah, en fait, c'est vrai que moi, je suis à peu près passionné partout, tu vois, là, il y a... Il y a pas longtemps sur un marché pour justement... C'est fou comme réponse de se dire que... Enfin, je sais pas, c'est quoi ton secret pour... Ça veut dire que... Est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer? Ah ouais, oui, carrément. Alors que t'es passionné partout et t'arrives à t'ennuyer. J'aimerais avoir plus de moments pour m'ennuyer d'ailleurs. Je crois que j'aimerais avoir plus de temps pour ne rien faire et m'ennuyer. Il y a pas longtemps, j'ai été marcher pendant j'ai fait une balade pendant 3h30. J'ai fait le tour d'un lac, le lac Martin, au nord de Lafayette, très beau, un lac où il y a plein d'alligators, enfin très très beau. Et je me suis fait cette balade seul. Et je me suis dit, tiens, c'est super, j'ai genre 2 heures devant moi, j'ai écouté des podcasts pendant 2 heures pour écouter plein de trucs et tout machin. Et puis je me suis dit, vas-y, rien à foutre, je vais rien faire. J'ai juste pas de téléphone, rien, juste marcher. Et là, c'était super parce que j'ai pris le temps de m'ennuyer, d'être un peu perdu dans mes pensées. Non, mais en fait, tout m'intéresse parce que moi, à la base, mon métier, c'était donc de rencontrer les gens. Et le matin, tu rencontres un charcutier qui vient de parler de ses problématiques de métier. À midi, tu fais une conférence de presse d'un homme politique. Le soir, tu vas faire une rencontre sportive. L'après-midi, tu as été rencontrer une entreprise machin. Enfin, c'est que le métier est très divers. C'était un peu obligé de t'intéresser à tout. Et globalement, moi, il y a plein de sujets de prime abord dont j'en ai rien à secouer. Il y a plein de trucs. Là, j'ai rien en tête, mais je sais pas, mais plein de trucs dont j'en ai rien à secouer, par exemple. Par exemple, voilà, il y a 2-3 soirs, on est allé chez un couple de collègues de ma compagne, une prof, et son mari est américain, et lui, il a un très bel atelier chez lui, il nous fait visiter, et il taille des cuirs en bois, enfin il taille du bois, il est ébéniste, enfin il construit des meubles en bois, il s'est construit sa cabane, enfin tu vois, le mec il travaille beaucoup le bois. Sur le papier, le bois ça m'intéresse, mais pas plus que ça, tu vois. Et au final, bah, le mec il te branche, il t'explique ceci, et d'un coup tu creuses le sujet, et là tu tombes sur et là je deviens passionné, et en 3 minutes, moi c'est ça qui m'arrive souvent, en 3-4 minutes, j'ai presque envie d'être lui, d'avoir son atelier, d'avoir truc, parce que tu sens que lui t'explique que travailler le bois c'est son échappatoire, que c'est super, qu'en plus il fait des choses vachement bien, et c'est super, et d'un coup je deviens, d'un coup clac, ça transforme en passion immédiate. Alors après ça disparaît, mais le fait est que j'aurais bien aimé repasser plus de temps, et je sais que dans quelques temps on va le recroiser, cette personne-là, et j'en reparlerai, parce qu'il y a des choses qui... Et tu vois, c'est super en fait. Et donc du coup, c'est pas tellement tous les sujets qui m'intéressent, mais c'est les gens en fait. Et ça rejoint mon métier. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens que tu as rencontrés dont j'en ai absolument rien à secouer de ce qu'ils font sur le papier. Et puis en fait, tu te rends compte, ils te parlent de leur vie, ils te parlent de ce qu'ils ont vécu. Et d'un coup, c'est des histoires humaines et qui sont super en fait. Et tu vois, et c'est pour ça qu'il y a finalement, il y a très peu de sujets qui sont inintéressants en fait. Voilà. Et je crois, en tout cas, ouais. Moi, ce qui me marque là, de ce que tu dis, c'est que donc,
tu dépends beaucoup des gens et des passions des gens. Enfin, en fait, c'est super d'être passionné par les gens, tant que tu tombes sur des gens sympas, machin et tout, et qui ont eux-mêmes des passions. Et, et, qui- et du coup, ce contact humain, toi, en étant. Enfin, là, tu rencontres des gens aux États-Unis, mais je veux dire, du coup, tu l'as pas par rapport à ta vie en France, parce que tu es en visio avec les gens et tout ça, et tu arrives quand même à t'intéresser, à te retrouver dans des passions des gens et tout ça. Tu arrives quand même à être toujours stimulé intellectuellement, même en étant à distance ou même en rencontrant moins de gens. Bah non, mais parce que enfin, moi j'adore apprendre des nouveaux trucs. Enfin, je sais pas toi, mais moi je suis toujours trop content de, tu vois, des fois je me dis que j'aimerais bien retourner à l'école pour plein de sujets, tu vois, parce que il y a Ouais, plein de ouais, trucs ouais. que, enfin, tu vois, on aurait bien retourné à l'école pour certains sujets, tu vois, et je me dis, ouais, il y a toujours plein de trucs hyper intéressants à découvrir. C'est vrai que il y a, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent, plein de sujets. Alors après j'ai des sujets de prédilection, hein, tu vois, la vidéo ou les débilités de geek des DIA et tout ça, ça me passionne aussi pas mal. Mais tu vois, mais je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube notamment, et je vois où des fois mes dérives, parce que l'algorithme de YouTube est marrant, parce que si imaginons que tu te retrouves à aimer, je sais pas, il y a quelques temps j'étais beaucoup focus sur les étoiles, l'astronomie, et voilà. Et mon flux YouTube était constellé que de vidéos d'astronomie, de Très beau découvertes. jeu de mots en tout cas. Bah, t'as vu ça un peu, j'essaye, hein, j'essaye de faire bien. Et là, depuis quelques temps, un peu moins, parce que j'ai plus mon télescope, et puis depuis qu'on est arrivé ici, le télescope est resté dans un box à la maison, enfin en France, et j'ai plus du tout d'étoiles, mais j'ai d'autres choses, enfin, tu sais, qui reviennent sur l'IA, et voilà. Et puis des fois, tu t'intéresses à un truc, et boum, d'ailleurs, du coup, j'adore YouTube, vraiment, pour ce côté, tu peux tout découvrir, et ça, c'est quand même extraordinaire. Mais j'aime pas trop l'algorithme YouTube, parce que des fois, ça t'enferme. Là, en ce moment, je creuse pas mal 2 3 sujets sur l'IA, et voilà, et j'ai l'impression que mon flux YouTube ne me parle que d'IA et que de l'outil que je suis en train d'utiliser en ce moment, et donc du coup je me dis bon d'accord, mais ma vie c'est pas que ça, quoi. Et des fois le côté un peu monomaniaque de cet algorithme YouTube, qui peut-être ne m'a pas bien compris, parce qu'il a pas bien compris que moi j'étais un gars qui essayait de voir d'autres choses, tu vois, mais voilà. Non mais bah Donc en fait, je suis ouais. d'accord avec toi sur l'algorithme YouTube qui est mais moi je c'est très pratique aussi parce que je trouve qu'il s'adapte très très vite à ton sujet Oui, par contre ça au adapte très sujet qui vite. t'intéresse en ce Tu as moment raison. quoi. C'est si Oui. demain si là tu regardes que de l'astronomie pendant une semaine, bah il va te mettre que de l'astronomie machin. Par contre, tu vas lui faire une recherche genre comment devenir menuisier, et bah direct après tu vas revenir sur ta page d'accueil le lendemain, tu auras la moitié de l'astronomie, la moitié de menuisier, et il suffit que tu recliques sur un truc de menuisier pour que le lendemain là c'est bon, tu n'auras plus que du menuisier, il a bien compris que Oui, c'est ça oui, qui c'est ça. Non, mais t'intéressait oui, quoi. non, mais t'as raison. Mais des fois, je le trouve un peu monomaniaque quand même, parce que des fois, je me dis, bon, bah, c'est bien, mais revenons un peu là, revenons à la vraie vie, quoi. Tu vois, Mais je crois donc qu'ils ont voilà. mis une option sur l'algorithme YouTube maintenant où tu peux aussi des fois lui dire montre-moi des trucs que je n'ai jamais regardé ou fais-moi Oui, découvrir des oui, nouveaux trucs. Et ça, je trouvais ça oui, pas oui, mal. bah ça, Enfin, j'ai... oui, bah, et je suis des fois tombé sur des vidéos où tu tombes sur où des fois tu pars en vrille, tu regardes 3 4 vidéos, tu perds mon temps sur des sujets qui n'avaient aucun rapport et dont je me serais pas de base intéressé, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc Et, et- c'est ça qui est marrant en fait. Et c'est pour ça que de base, il n'y a pas beaucoup de sujets enfin, il y a pas beaucoup de sujets qui sont inintéressants, je trouve. Voilà. Ok. Bah c'est très fort. C'est très Et- fort. Je sais Mais pas si c'est très fort, non, non, mais mais est-ce que et t'as pas peur enfin je sais même pas si t'as un avis sur la question, mais de d'être trop dépendant des gens que tu rencontres ou justement des rencontres que tu fais qui peuvent t'inspirer et tout. T'as pas peur d'être en panne d'inspiration à un moment si tu croises pas les bonnes personnes ou euh, non, je crois pas. Mais en tout cas, ce que je disais précédemment, c'est que ça me manquait un peu quand dans mon boulot, je ne faisais que parce que pendant un temps au boulot, je faisais que des reportages, alors dans la région des Hauts-de-France, et puis pendant un moment, pendant 3 4 ans de ma vie, mon boulot, c'était de faire ce que je faisais dans les Hauts-de-France, mais dans toute la France. Et je me suis baladé partout, à Marseille, en Corse, en Guadeloupe, en Bretagne, enfin vraiment partout, partout en France. Et donc mon boulot, c'était ça. Et je rencontrais du monde de partout, et c'était vachement bien. Et ça, c'est arrêté. Ce boulot, c'est arrêté pour que je sois plus un boulot de gestion, de stratégie, en tout cas d'être plus au boulot. Et à ce moment-là, ça m'a manqué de plus rencontrer au quotidien, et de plus... voilà, donc ça manquait. Voilà. Donc c'est pour ok. ça que c'est bien ici, c'est pour ça que j'ai voulu ici me commencer aussi ce projet, pour me dire tiens, ça va aussi m'ouvrir des portes, et puis aussi
parce que tu peux découvrir les États-Unis via YouTube, via les articles que l'on lit, via TikTok ou Instagram ou ce genre de choses. On peut les découvrir, mais c'est quand même bien d'aller sur le terrain, de découvrir quelqu'un. Et puis le boulanger que j'ai rencontré, il m'a déjà présenté 3 personnes. Et puis l'autre personne que j'ai interviewée sur les fast-food m'a dit vous devriez lire ce livre-là. Et boum, boum, boum. Puis tu creuses, c'est comme un jeu de neurones. Et clac, tu creuses puis tu arrives là. Puis des fois, tu es dans une impasse. Et puis tu dis ça c'est bien, mais ça m'intéresse moins. Puis tu creuses. C'est ça qui est super en fait. C'est ça qui est infini. Et puis tu te dis que. Et voilà. C'est pour ça que. C'est chouette, en tout cas, voilà. Je sais pas si tout ça est très clair, ce que je raconte, mais en tout cas, voilà, c'est... Si, mais moi, je trouve ça passionnant de t'écouter, en tout cas. Et tu parlais un peu de... Enfin, on parlait tous les deux un peu d'IA et d'intelligence artificielle tout à l'heure. Toi, de ton point de vue de mec qui est un peu au courant de ce qui se passe, de comment ça se développe, comment tu vois le futur de l'IA? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que l'IA va continuer de transformer nos vies et de prendre une part de plus en plus importante dedans? Est-ce que ça te fait peur? C'est quoi ton avis sur le futur de l'IA? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a tellement de bruit sur l'IA dernièrement. Je ne sais pas si tu as entendu, mais... C'est ce site internet où tu as des agents IA qui parlent entre eux, ou ce site qui s'appelle renthuman.com. Je crois que c'est ça, pour louer un humain. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce site-là, mais tout le monde en a parlé de ce site qui a été monté il y a quelques jours, où ce serait des agents IA qui demandent de recruter les humains pour des tâches qu'ils ne savent pas faire. Enfin, du coup, ça met tout le monde en émoi, genre là, les IA sont en train de nous remplacer. Et maintenant, ils ont... je ne sais pas si tu as vu les IA qui discutaient entre eux, qui ont créé leur propre religion. Enfin, du coup, tu as plein de fantasmes là-dessus. Mais au final, je trouve que tout ça, c'est... Et moi, ça me fatigue parce que tout ça, c'est du bruit. Parce que ça veut tout et rien dire. Par exemple, moi, il y a mon outil préféré d'IA qui s'appelle NotebookLM, par exemple. On pourra en parler. Il y a, je crois, 2 ans, au boulot, je participais à un groupe de réflexion sur l'IA. Je cite cet outil-là en disant « Je crois que cet outil est génial, c'est vraiment super. » Enfin, c'est au moins 2 ans. Et il y a une collègue qui m'a dit il y a 2-3 semaines, elle m'a dit « Mais cet outil, on s'en sert tous les jours, c'est super et tout. » Et tu vois, cet outil qui était super il y a 2 ans, il est encore super aujourd'hui. C'est l'un de mes outils préférés. Et je crois que potentiellement sur le papier, si tout ça continue à peu près comme ça, c'est probablement mon outil préféré des 5 prochaines années. Et il faut discerner ce qui est le vrai du faux, ce qui est vrai. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que j'ai tendance à être pas spécialement bluffé par l'IA, parce que tous les jours tu as l'impression d'un gars qui a sorti le truc qui est game changer, ou qui change la donne, ou ça y est c'est fini, ou les humains sont finis. Enfin, tous les jours tu as un mec qui te fait un coup de clairon pour te dire on a transitionné d'un nouveau monde. Ouais, merci les mecs, mais en fait on est en révolution permanente, et tu t'aperçois que tout ça c'est du bruit, mais concrètement moi ça me fatigue en fait, ce bruit sur l'IA. C'est la puissance, la surpuissance, on peut faire ci, on peut faire ça, mais je sais pas, il y a des applications concrètes efficaces sur lesquelles on peut, mais je sais pas en fait, il y a plein de sujets sur lesquels ça va évidemment nous améliorer la vie, d'autres sujets sur lesquels ça va être problématique, parce que peut-être qu'il va y avoir de la casse sociale, et là on le voit avec Amazon notamment, qui a supprimé pas mal d'emplois pour développer sa branche IA. Bon, il y a évidemment plein de sujets, mais c'est compliqué de voir les vrais développements de l'IA. Moi je suis pas dans le secret des gens qui développent vraiment l'IA dans la profondeur. Enfin, c'est des gens qui travaillent vraiment l'IA, pas les gugus qui te racontent l'amélioration de ChatGPT ou de Gemini sur YouTube, qui t'expliquent que ça c'est une révolution, tout ça c'est naze. Mais les gens qui pensent vraiment l'IA et qui vont vraiment faire des choses, d'ailleurs c'est ces gens-là qu'il faut suivre et qui sont intéressants pour savoir ce qu'ils se disent vraiment philosophiquement sur l'IA. Voilà. Donc je sais pas trop en fait. Je sais que c'est évidemment des superbes outils. On peut avoir plein de débats sur la responsabilité de tout ça, mais je crois qu'il faut voir venir les choses de manière concrète. Et par exemple, tu vois, j'ai vu il y a pas longtemps ça fait plutôt peur, mais ChatGPT qui reçoit, j'ai vu un chiffre, alors je vais pas te dire d'erreur, mais qui reçoit peut-être par jour ou par semaine, je sais plus, mais en tout cas qui reçoit par jour énormément de requêtes concernant l'actualité locale. Et par exemple, aux États-Unis notamment.
Et ça fait écho, notamment avec WEO, dans la boîte dans laquelle on travaillait, qui était un média local, et d'où l'importance de ce genre de médias, puisqu'aux États-Unis, les médias locaux ont disparu et disparaissent petit à petit. Je crois qu'il y a un tiers des Américains qui n'ont plus de médias locaux pour les informer sur ce qui se passe au bout de chez eux, quoi. Et c'est un vrai problème. Et donc ChatGPT, qui a besoin de cette ressource-là, s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de requêtes locales qui leur sont posées, se disent peut-être qu'il va falloir investir dans des journalistes locaux. Et tu vois, c'est là où... Alors qu'ils ont fait en sorte de péter les sites internet. Ben ouais, c'est ça. Et donc du coup, voyons les vraies tendances, les vrais usages, et évitons le bruit. Donc moi, j'essaye de m'extirper du bruit des nouvelles options et de tout ça, et du quotidien. Ça, on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans les masses? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui vraiment? Donc c'est pour ça que le sujet est compliqué, et passionnant, mais compliqué. Mais j'avais vu une vidéo justement sur l'IA de Micode, je crois. Je ne sais pas si tu as déjà vu passer. Où il disait qu'en fait, le problème, c'était pas tellement que l'IA soit de plus en plus performante, c'était que nous, les humains, du coup, on était de plus en plus cons. Parce que on demande de plus en plus de choses à ChatGPT, à toutes les IA qui existent. Et en fait, on perd ce réflexe petit à petit d'essayer de se débrouiller tout seul, de réfléchir. En fait, on réfléchit de moins en moins parce qu'on demande de plus en plus. Et c'était plus ça le risque et le truc inquiétant. Et voilà, ça par contre, ça fait peur. Ça, comme le fait de passer du temps devant les écrans pour les enfants, et nous on le voit, il faut faire hyper gaffe parce que tu as l'impression que ça te rend un peu débile quand tu regardes trop les écrans, et il faut faire attention à ça en fait. Et c'est évidemment, faut pas mettre la confiance. Moi, je me sers de l'IA quasi quotidiennement. Des fois, je pousse dans des retranchements pour essayer de tenter les trucs, mais je vois que, alors c'est super, ça m'aide pour plein de raisons, c'est vraiment super, c'est génial. Hein, mais il y a des fois, je me dis bon, ça ok, ça m'aide pour la technique, c'est bien, mais pour le charme et ce que le doit apporter l'humain, enfin c'est pas encore là, quoi. Tu vois, moi pour mon projet de podcast, je m'en sers beaucoup pour la technique, pour ça me sert comme d'un assistant technique sur les choses que je maîtrise pas bien, notamment connecter les URL ou des choses, enfin la technique pure du web, mais c'est la technique, donc je m'assiste à beaucoup de ça. Mais les choses que j'ai assez peu redemandées, c'est de me donner un avis ou de réécrire certains trucs que j'ai écrits, parce que c'est toujours très convenu et ça m'apporte rien. Dans ces cas-là, ça n'apporte rien, tu vois. Donc c'est pour ça que voir ça comme un super outil qui me fait gagner du temps, qui me permet de développer des choses que je n'aurais pas pensé avant. Là, en ce moment, je suis en train de m'amuser à essayer de développer des extensions pour Chrome, pour améliorer des choses. Moi, j'ai jamais fait de code, j'y connais rien, et ça me permet de tester les choses, et ça, c'est super. Mais après, pour nous remplacer, pour faire des reportages, pour bien écrire, ça, tu vois, j'y crois pas, donc voilà. Ok. Et comment tu imagines ton futur professionnel, comment tu te projettes, est-ce que tu as un métier de rêve? C'est quoi la suite professionnelle pour Maxime Q? Bah, j'en sais rien. Moi, je pense que continuer à rencontrer des gens, aller sur le terrain et continuer à faire ce métier-là. Je me dis pas que je ferai ça toute ma vie, tu vois. J'en sais rien. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai une boulangerie, ou j'en sais rien, ou je ferai d'autres choses. Enfin, je sais pas trop, tu vois. Je deviendrai menuisier, par exemple. Peut-être, qui sait. Mais non, mais si je peux continuer encore un peu à m'intéresser au monde qui m'entoure, et avoir la chance surtout de pouvoir en vivre, ça me plairait bien, quoi. Voilà. Ok. Donc, mais pas de pression en tout cas pour la suite. Tu te laisses porter en étant guidé par cette passion des êtres humains. Oui, exactement. Bah, j'essaye, on verra bien. Encore une fois, il y a un an, on ne savait pas qu'on allait vivre ici. Je ne sais pas où je serai dans un an, on verra bien tout ça. Mais si je peux avoir encore la chance de pouvoir faire ça, c'est plutôt chouette. Ok. Et justement, comme on est un peu dans cette partie projection, et qu'on arrive un peu sur la fin de ce podcast, cet épisode touche malheureusement déjà à sa fin. Comment toi t'imagines ta suite, donc là autant personnel que pro, enfin voilà, comment t'imagines un peu la suite de ta vie? Qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite? Et après j'aurai une dernière question aussi. Ok. Écoute, j'en sais rien. Je sais pas, parce que tu vois, là on sait par exemple que avec le boulot de ma compagne, on va rester, parce que chaque année il faut renouveler, c'est un contrat pour entre 3 et 5 ans. Tu vois, donc là on sait qu'on va la renouveler pour une deuxième année.
L'idée, c'était de se dire que dans 2 ans, au bout de 2 ans, on va sûrement rentrer. Mais au final, je sais pas. C'est plutôt le projet, tu vois, de rentrer, mais peut-être pas, en fait. Tu vois, peut-être qu'on va rester parce qu'on aura une opportunité, parce que j'ai envie de rester. Donc, je, je, je crois que c'est chouette de pas trop planifier, de se dire, tiens, j'avais une vie très rangée avant. J'étais un boulot, ça faisait 17 ans que j'étais dans ma boîte et tout. Tu vois, tout ça, c'est super. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a fait un grand choix de changer et tout, je me dis, tiens, c'est pas mal de pas planifier, de pas savoir, de pas trop savoir, de se laisser un peu porter, tu vois. Alors, évidemment, d'avoir des directions sur, tu sais, là où je sais où je veux aller ou des choses comme ça, mais de pas trop planifier, tu vois, de me dire, tiens, bon, voilà, j'ai les grandes tendances et les grandes valeurs, mais entre deux, peut-être qu'on prendra une sortie d'autoroute à ce moment-là pour voir s'il n'y a pas un truc. Enfin, tu vois, donc là, je me dis qu'on est dans une période où tout est faisable et c'est plutôt cool de voir ça comme ça. Voilà. Je ne sais pas du tout si ça répond à ta question et si je suis très clair, mais en tout cas, voilà. Si, non, mais c'est hyper intéressant et c'est un peu paradoxal parce que tu vois, moi je te considère comme quelqu'un de très organisé, très, très carré, tu sais ce que tu fais, à quelle heure, t'as combien de temps, machin et tout. Et paradoxalement, comme tu me dis que t'aimes pas trop, enfin, pour le long terme en tout cas, ou pour les choix de vie, voilà, tu as l'air d'être très serein et t'es stressé au quotidien, toi? Ben, non, j'essaye de. En fait, mais c'est pour ça aussi. En fait, c'est surtout ça. C'est pour ça que j'essaye d'être très organisé pour que tout soit paré pour justement ne pas être stressé. Je crois que c'est ça un de mes trucs, c'est que j'essaye d'être le plus organisé de possible sur plein de choses pour que si jamais il se passe quelque chose de pas normal, j'ai de quoi l'anticiper. Alors du coup, des fois, ça fait que j'ai un peu ceinture bretelle sur certains trucs, c'est un peu chiant, tu vois, mais j'essaye de pas être trop stressé. Et le fait que il s'est quand même passé un truc, c'est que avant ce déménagement aux États-Unis, ma vie à moi, ou notre vie, elle était très routinière et beaucoup de répétitions. Enfin, c'était très calibré. Presque, j'aurais pu continuer comme ça. Et le fait d'avoir mis un gros changement, un gros déménagement, un changement professionnel et un changement de vie, tu dis, ah ouais, bon, bah là, en fait, c'est faisable. Et donc, ça laisse une porte ouverte à se dire, bah tiens, ok, maintenant, presque tout est faisable. Et j'étais dans un moule avant qui m'allait très bien, très routinier, très pas carriériste, mais tu vois, tout était presque tracé et c'était très agréable et j'adorais ça. Et maintenant qu'on a changé et qu'on se dit, bah tiens, en fait, ça peut être autrement, et ben du coup, c'est assez enthousiasmant en fait. Et je me dis, ah bah profitons. Peut-être que dans 2 ans, la vie redevient très routinière et elle sera toute tracée, mais en attendant, on est ici. C'est très rafraîchissant de découvrir d'autres personnes, un autre décor et voilà, donc c'est pour ça que pas trop d'agenda ou de plan, à part le fait que mon rêve dans la vie un jour, c'est d'avoir quand même je rêve, si c'est ça, mon rêve ultime, c'est d'avoir un chalet avec des grandes baies vitrées qui donne sur un lac avec des montagnes et une forêt, avec un petit ponton dans lequel je puisse me jeter dans le lac. Voilà. Un jour, j'étais tombé sur un YouTuber qui me passionnait parce que le mec avait 2 passions ou 2 niches à lui. C'était de 1 le vélo. Enfin, j'aime beaucoup le vélo, donc ça tombait bien. Et de 2 le ménage. Le mec était un influenceur aspirateur, enfin nettoyer. Bref, c'est un mec qui faisait des vidéos très calibrées de ménage et des trucs comme ça, et ça me faisait marrer en fait. Et j'étais tombé sur ces vidéos de ménage et je m'étais d'un coup passionné sur le fait de replier son lit tous les matins, le ménage, le truc et tout. Enfin, moi, j'étais tombé dans ce truc-là. Le fait est que ce gars-là habitait voilà, dans un chalet au bord d'un lac de montagne, avec des montagnes et des forêts au fond, et un ponton sur lequel il peut se baigner. Et je me dis, ok, ça, voilà, je sais qu'un jour où j'aimerais, dans ma vie, avoir un jour une maison au bord d'un lac avec un ponton dans lequel je puisse me baigner dans le lac. Voilà. Putain, ça vend du Donc rêve, je sais pas si tout ce qu'on fait là tracera le fait que j'arriverai sur mes pattes à avoir ce fameux chalet et tout, parce que je me dis qu'avoir un lieu comme ça, il faut, enfin j'en sais rien en fait, je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est que dans les films, mais en tout cas, voilà le but. Ok, non, bah, trop bien. En tout cas, ça m'a vendu du rêve. En tout cas, si jamais un jour tu atteins cet objectif, j'espère que je serai invité à boire un verre et on ira faire un petit peu on ira faire du vélo là-bas à 2, on ira courir dans les montagnes. Ah, trop bien, trop bien. Merci beaucoup Max pour tout ce partage, tout cet échange, Mon plaisir. ce Écoute, super épisode. C'était très chouette. C'était au moins très chouette de passer du temps avec toi en fait du coup.
T'as dit quoi, pardon? Non, j'ai dit c'était déjà très chouette de passer du temps avec toi. En fait, on a pu discuter, c'est cool. Bah ouais, non, non, carrément. Et est-ce que pour conclure cet épisode, tu aurais un dernier mot ou un dernier conseil que tu as envie de faire passer aux auditeurs de Sans Prétention? Euh... à froid comme ça, d'aborder la vie sans prétention, c'est pas mal, tu vois, de toujours, enfin, c'est pas mal en fait. En vrai, c'est pour ça que ton podcast est cool, de l'aborder vraiment sans prétention et de jamais être trop sûr de soi et de toujours avoir de douter de tout ce qu'on peut voir et de tout ce qu'on peut rencontrer, de tout ce qu'on peut, ouais, sans prétention, c'est bien, tu vois, de douter, c'est de jamais avoir trop d'a priori sur les choses, c'est quand même pas mal, tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, tout est toujours plus compliqué et plus divers que la première image qu'on peut avoir. Voilà. Trop bien. Je sais pas si ça te va comme dernier mot, mais en tout cas, voilà, j'aurais C'est- peut-être pu avoir une meilleure fulgurance, mais écoute, là comme ça, sans prétention, ça me va bien. Super. Merci Max. Eh ben merci à toi, Baptiste. À très vite.